Bonsoir à tous, bienvenue sur, cette, nouvelle émission Radio Pléiade, la 61e. Nous sommes, le 13 mars 2023 et j'accueille ce soir, Élisabeth et David du canal Telegram Revue Citoyenne. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir bonsoir à Hervé. tous. Eh ben, bienvenue, bienvenue. Donc ce soir, nous allons parler, d'un des lanceurs d'alerte les plus connus de la planète, qui d'ailleurs a acquis la nationalité russe, le 26 septembre 2022, suite à un décret présidentiel de Poutine. Mais de qui parle-t-on? Eh bien, nous allons parler ce soir donc d'Edward Snowden et indirectement, bien sûr, nous allons parler de ce sujet de la surveillance généralisée. Donc pourquoi ce sujet-là? Bah, notamment parce que Revue Citoyenne a fait une revue sur ce sujet-là. Ils vont nous faire découvrir, à travers le livre d'Edward Snowden qui est sorti en 2019, donc Mémoire vive, son histoire et vous jugerez par vous-même justement ce que vous pensez de son histoire. Puisque je sais que dans le monde de la comment dire? De la dissidence ou de la spiritualité, certains mettent en question, comment dire? Son honnêteté, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais en tout cas, on va vous donner les éléments si vous souhaitez, un peu mieux comprendre justement le parcours d'Edward Snowden. Donc voilà, et ben, je vous laisse vous présenter juste rapidement, si vous avez d'ailleurs une annonce, est-ce que vous si vous recherchez du personnel par exemple, vous pouvez en profiter pour en parler? Tout à fait. Oui, Elisabeth et moi, David, Revue Citoyenne, que Elisabeth a créé il y a un peu plus d'un an maintenant, hein, c'était en février 2022 si je me Oui, c'est m'abuse. ça, oui. Bon, c'était suite, alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'était suite à un échange qu'elle avait avec une amie à elle, qui avait un petit peu de mal à argumenter sur un sujet dont je me souviens pas particulièrement. Elle a eu cette idée justement de créer des revues pour que les gens puissent avoir des arguments, déjà pour comprendre, hein, dans un sens, pour comprendre, les choses sur l'information qui est pas forcément l'information qui est la plus relayée, sur les médias mainstream, mais aussi pour leur donner, des éléments pour pouvoir, se défendre, un petit peu pouvoir, débattre avec d'autres personnes. Hein, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Se débattre, enfin se débattre, c'est un bien grand mot, mais en tout cas savoir, avoir du répondant, heu, auprès de sa famille, ses collègues de travail, sa famille et cetera, surtout pendant la période du covid, c'est parti de là où voilà, j'avais une amie qui ne voulait pas se faire vacciner. Elle était harcelée par son beau-frère et comme elle n'avait pas certaines connaissances que j'avais, parce que je me renseignais énormément à l'époque, en fait, je lui ai, fourni, des éléments dans une première revue, sur des anciens scandales sanitaires de grands laboratoires pharmaceutiques en donnant des dates, des chiffres, des événements et cetera, qui étaient condensés dans une première revue. Enfin, c'était pas une revue à l'époque, hein, c'était pour elle, pour Noël, pour qu'elle puisse se défendre efficacement, à la tablée familiale. Et en fait, apparemment cette revue a beaucoup plu à mes amis, mon entourage proche, qui m'ont dit que ça pouvait vraiment, qu'ils la voulaient pour eux, pour pouvoir, répondre et se justifier, alors que c'était pas normal puisque chacun fait ce qu'il veut de son corps, se justifier de ça, efficacement. Et effectivement, c'était des faits, c'est factuel, donc les gens pouvaient aller chercher sur internet, la véracité de ce qu'il y avait dans cette revue. Et en fait, ça l'a beaucoup aidée. Je vous passe les détails. Elle a plus du tout été harcelée suite à ça, par son beau-frère. Et du coup, vu l'efficacité de cette revue, je me suis dit: «Pourquoi, si j'aide mes amis comme ça, pourquoi ne pas aider les autres?» Et du coup, m'est venue l'idée de faire des revues sur plein de sujets, pas que le covid, pas que les scandales sanitaires, mais pour que les gens puissent effectivement, être armés intellectuellement. Ce qui pour moi est essentiel, heu, voilà, pour, se positionner efficacement quand on va contre la pensée courante. Donc aujourd'hui, il y a donc une trentaine de revues, hein, maintenant,
qui ont été effectués, donc sur des thèmes aussi divers et variés, donc qu'Edward Snowden, qu'on va présenter ce soir, qui peuvent être aussi des sujets écologiques, des sujets géopolitiques, historiques, politiques également, et qui commencent aussi à rentrer un petit peu plus dans la sphère un petit peu plus spirituelle. C'est un petit peu plus en marge. Et donc, on a étendu un petit peu le concept un petit peu des revues vers des interviews. Donc, on a commencé à faire quelques interviews. On aimerait en faire un petit peu plus. Oui, Et vous bah, en avez un justement, particulièrement prestigieux oui. qui se prépare, mais on ne dira pas de nom. Surtout, on ne dira Non, on pas de dira nom. pas de nom, c'est mieux, mais vous le découvrirez, Ouais, quand très ça prochainement. ouais, J'espère que ça ira vite. voilà. Et donc du coup, pour rebondir sur ce que tu disais Hervé, effectivement, on est en recherche entre guillemets «de personnel». J'aime pas trop ce mot parce qu'on est tous, collaborateurs, amis, entraide et cetera. Mais effectivement, on cherche des gens pour notre équipe, hem, parce qu'on est peu nombreux et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des productions, enfin autant qu'on le voudrait, que ce soit des revues, des hors-séries, des interviews, des visuels, même parfois nous faisons des directs, mais ça, c'est plus Mm. rare. Et donc voilà, s'il y a des gens qui parmi vous ont du temps, s'intéressent à plein de sujets, sont plutôt littéraires éventuellement ou techniques, ou enfin voilà, qui ont envie de nous aider, Oui, ça peut on lance toucher X l'appel. domaines, hein. Ça va aussi bien de l'aspect littéraire que de l'aspect techno. C'est vrai que on a aussi un site internet, on a un canal Odyssée, un compte sur Facebook. Ouais. Euh, des fois, on a des petites difficultés quand même pour entretenir tout ça d'un point de vue techno, parce qu'on n'est pas forcément des geeks, même si on essaie de faire notre mieux. Donc, c'est vrai que même ce domaine-là, ça peut nous intéresser, quoi. Oui, ou même des traductions en anglais, de vidéos ou voire d'articles, mais surtout des vidéos. On est preneur. Mais effectivement, si les personnes sont dispo qu'une fois par mois, 2 fois par mois ou tous les jours, enfin peu importe, toute aide, est la bienvenue. Voilà, bah, très bien. Bah, l'annonce est est lancée, donc si vous sentez l'idée, effectivement, allez-y, rejoignez-les. Alors, donc si vous ne connaissez pas, hein, j'ai mis le canal Revue Citoyenne dans l'invitation, bien sûr, à ce live, hein, vous pouvez le retrouver, donc c'est Revue Citoyenne au pluriel. Mais il y a aussi je l'ai découvert récemment, il y a aussi un Revue Citoyenne sommaire qui existe, tout en attaché, pour vous permettre de voir en un seul coup d'œil, en fait, tous les sujets, qui ont été couverts justement par Revue Citoyenne. Donc, que ce soit, en podcast ou bien en article, en version écrite ou en vidéo. Voilà, il y a tous les formats possibles. Donc, moi je vous conseille, si vous faites des recherches, sur des sujets en particulier, d'aller voir d'ailleurs d'abord dans Revue Citoyenne sommaire, c'est super bien. Donc voilà. Et ah bah tiens, il y a déjà une personne qui se propose. Bah je Ah bon? je Vous pouvez vous pouvez me le vous pouvez me contacter donc pour répondre à l'annonce, d'Elisabeth et David. Vous pouvez me ouais. contacter en direct, je vous mettrai en contact avec eux. Sinon voilà, ou le dire sur le chat et puis il y a pas de problème, je vous mets en contact. Il y a aucun Ah bah souci. super! Donc voilà. Alors, OK. allons-y. Donc, Edward Snowden, mémoire vive. Alors, pourquoi d'ailleurs, pourquoi avoir voulu faire une revue sur Edward Snowden et son livre paru en 2019, Mémoire vive, qui raconte finalement tout son périple pour en arriver à divulguer l'écoute de masse généralisée, d'ailleurs de tous les peuples de la Terre. Hein. C'est pas que Ah oui, l'écoute oui. des Américains, c'est Non, l'écoute de toute personne connectée quelque part à comment dire, un équipement électromagnétique, un téléphone portable, une tablette, un PC, tout ce que vous voulez, est écouté finalement. C'est ce que nous a appris Edward Snowden, c'est bien ça? exactement, en 2013. Heu, on a choisi Edward Snowden parce qu'effectivement, c'est l'un pour nous, hein, l'un des plus grands lanceurs d'alerte, connus. Qui a vraiment fait preuve de courage extraordinaire à travers son livre qu'on a parcouru, son autobiographie, et qui a révélé quand même quelque chose, qui est plus que d'actualité aujourd'hui. Mais qu'il avait révélé déjà en 2013, donc ça remonte, c'est il y a 10 ans déjà. Et voilà, donc bon, je ne veux pas en dire plus, mais Ouais. Bon, soit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est vraiment un petit peu sacrifié, hein. C'est ce que je voulais, c'est oui, aussi ça qui est un petit peu marquant.
que soit aujourd'hui il a la nationalité russe, hein, comme vous disiez tout à l'heure, mais cependant, voilà, il a quand même pas la vie qu'il aurait eue s'il avait rien dit, rien fait, quoi. Aujourd'hui, il vit en Russie, il se promène dans la rue avec des lunettes et une casquette, Ouais, pour pas se faire reconnaître. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est quand même sacrifié, quoi, qui vit caché, qui vit caché, quoi. Donc il a donc il tiré est aucun profit, aucun bénéfice de ce qu'il a fait. rien. C'est aussi ça un petit peu Et tout le long qui de fait que cette son personne est comme assez, onéreux, enfin, oui, personne d'honneur. voilà, et tout le long de son histoire, dans son autobiographie, il était persuadé qu'au mieux, il irait en prison, pour toujours, voire dans une prison type, Mmh. Guantanamo, ou au pire, mort. Et malgré tout, parce on suit quand même aussi ses pensées au fur et à mesure du livre, pourquoi il a choisi de lancer l'alerte, comment, dans quel contexte et cetera. Il sait que toute la vie qu'il aurait pu avoir, il gagnait très bien sa vie, en tant qu'agent des services secrets. Il avait une femme, enfin une amie quoi, une petite amie depuis longtemps. Il avait sa famille, enfin tout allait bien pour lui et il a décidé de mettre un coup de pied là-dedans parce qu'il était pendant des mois et des mois, il était torturé à l'idée de savoir Mmh. ça et de savoir que des milliards de personnes dans le monde, étaient victimes de cette surveillance de masse et il ne pouvait pas garder ça pour lui. Donc il a pris ce risque, énormément de risques et son livre est époustouflant, vraiment. Et donc effectivement, aujourd'hui, il n'est pas, libre, il ne peut plus aller aux États-Unis, il ne peut plus voir sa famille, il est obligé de se cacher. Il fait très attention aux caméras qu'il y a en Russie parce qu'il ne veut pas, se faire exterminer à l'angle d'une rue. Parce qu'il prend enfin, il risque, chaque jour d'être abattu, hein, encore aujourd'hui. Ce livre a été écrit en 2019 et donc c'est toujours d'actualité et c'est la vie malgré tout qu'il a choisie au nom d'un principe de vérité, quoi. Donc il a Voilà. travaillé à Hawaï et c'est vrai qu'on s'imagine, enfin, on l'imagine peut-être effectivement plus heureux sans doute à faire du surf sur les plages d'Hawaï plutôt que d'aller s'exiler Mmh, au c'est fin sûr. fond de la Russie, heu, et Exactement, effectivement risquer sa vie à chaque instant puisque bien évidemment il y a il y a des espions ou des agents sur le territoire, russe bien évidemment qui bien pourraient, sûr. Mmh. par revanche vouloir effectivement l'assassiner. Donc D'ailleurs, oui, oui. d'ailleurs, on en reparlera après, mais c'est justement à Hawaï, hein, qu'il a un peu découvert, cette mise en place de systèmes de surveillance des masses. Ouais. Ah bah, allez-y, allez-y, racontez. Bon, on On va vous prendre un écoute et puis de temps en temps, on va Oui, mettre des petits moments d'interactivité pour que les gens puissent intervenir, poser vos questions. bien Après, sûr. voilà, les auditeurs, allez-y, n'hésitez pas, si vous souhaitez, poser une question. oui, puis C'est ça va réveiller un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'informations dans son livre. On va vraiment résumer, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'infos, donc il y a pas de souci, on nous coupe et tout, il y a pas de problème. Et puis, il y a aussi un film qui a été fait, on n'en a pas, on l'a pas évoqué encore jusqu'à présent. Peut-être que vous l'avez vu, enfin, Oui, je dis vous, d'une façon générale, les auditeurs, mais ce que dit Elisabeth et je suis d'accord avec elle, hein, vous savez que vous avez infiniment plus de richesse, dans un livre que dans un film, mais néanmoins, il y a des choses bien intéressantes dans ce film, qui ne sont pas d'ailleurs, exactement quand on parlera peut-être du Rubik's Cube tout à l'heure, la même chose que ce qu'il dit, que ce qu'il confesse oui, justement dans son livre. la Voilà, réalité, on en reparlera au moment où on en parlera. ouais, ouais. Effectivement, mais on garde le suspense, si on peut dire ça comme ça, mais il y a une partie du film, c'est-à-dire comment il sort les fichiers, de la NSA. C'est un petit peu tronqué dans le film, voilà. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Allez, allez-y, racontez. Racontez-nous. On va raconter de manière chronologique, hein, Voilà. du début enfin, sans que ce soit trop long, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Donc Edward Snowden déjà, qui il est un petit peu plus précisément, donc c'est à la base, c'est un ingénieur, hein, en système d'information qui a donc été officier au sein de la CIA, hein, et il a travaillé comme sous-traitant auprès de la NSA. Et ben, comme avait présenté tout à l'heure, hein, c'est devenu Elisabeth aussi, hein, est devenu l'un des lanceurs d'alerte les plus connus de la planète parce qu'évidemment, il a tout risqué pour révéler au monde le projet du gouvernement américain, qui est donc un programme secret de surveillance capable de s'infiltrer dans la vie privée de chacun. Euh, Porté par sa passion pour la vérité, il a donc tout voulu raconter sur ce système de surveillance des masses. Alors, le contexte un petit peu, hein, de la surveillance
l'assurance des masses, hein, qui a été mise un petit peu en place par les différents gouvernements américains, il revient quand même au 11 septembre 2001, où les services de renseignement se sont terriblement voulus, hein, de ne pas avoir su protéger les États-Unis de l'agression qu'ils avaient eue par rapport aux attentats du 11 septembre. Donc, En tout cas, c'est son concept à lui, oui. c'est son approche. Ouais. Et c'est donc à partir de là déjà qu'il y a eu ce point de départ, visiblement, il y a cette volonté de vouloir de durcir un petit peu la surveillance au sein du pays. Et c'est bien évidemment ce système que Edward Snowden a dévoilé quelques années après, quoi. Donc, à 22 ans, hein, il est rentré donc à la NSA et il occupait un petit poste modeste, hein, dans l'organisation. Mais moins d'un an plus tard, ça a été très très vite pour lui, hein, il travaillait déjà à la CIA en tant qu'ingénieur système. Et à 26 ans, donc officiellement, il était employé chez Dell. C'était une couverture. Il n'a jamais travaillé chez Dell, il travaillait à la NSA et beaucoup d'agents secrets, hein, de la CIA ou de la NSA à l'époque avaient des couvertures, surtout tous ceux qui travaillaient dans l'ingénierie de l'informatique, avaient des couvertures auprès de différentes sociétés comme Microsoft, comme Dell, comme toutes ces sociétés donc IT américaines. Et au final, ils n'ont jamais travaillé dans ce type de structure. C'était leur couverture. Et Alors c'est juste la NSA, c'est, l'Agence nationale de la sécurité, ouais, pour préciser aux gens, effectivement. qui est un organisme gouvernemental, du département de la défense des États-Unis. Enfin, c'est une des agences de services secrets, gouvernementales américaines. Je te laisse, pardon, David. Et c'est donc à Hawaï, de manière très brève, hein, que l'année de ses 29 ans, que par l'expérience, par ce qu'il faisait, qu'il a vraiment découvert un petit peu euh, que on était en train de mettre en place un système de surveillance globale, de masse globale. L'idée qui lui est venue, bien évidemment, c'est qu'il y avait 320 millions d'Américains qui étaient quotidiennement épiés, qui subissaient des violations flagrantes, hein, non seulement du principe de la Constitution américaine, mais aussi des valeurs fondamentales de toute société libre. Donc, comment a débuté un petit peu sa carrière? C'est un geek, hein, à la base, Edward Snowden, c'est un petit génie de l'informatique, hein, qui a touché à l'informatique quand il était très jeune. Et d'ailleurs, dès l'âge de 16 ans, en se promenant un petit peu sur Internet, il cite, je vais prendre sa citation, le premier piratage qui a fait m'attirer des ennuis, hein, était lié à une peur qui allait devenir une hantise, celle d'une guerre nucléaire qui dévasterait la planète entière. Hein. Et je venais de lire un article sur l'histoire du programme nucléaire américain. Et voilà, qu'en à peine 2-3 clics, je me suis retrouvé sur le site du laboratoire national de Los Alamos. Et il nous précise qu'il a adressé au webmaster du laboratoire un email expliquant que le site internet de Los Alamos était vulnérable. Et ils lui ont répondu, comme quoi il lui avait remercié un petit peu de cette précision, d'avoir remarqué que leur site avait un problème Enfin, la et faille de sécurité, qu'il y avait une faille de sécurité. Et ils ont même proposé, quand il aurait 18 ans, de se faire embaucher déjà par le département d'informatique donc de Los Alamos. Après, c'est suite aux attentats du 11 septembre, qui décide un petit peu d'orienter sa carrière. Il était parti donc pour faire de l'informatique dans le civil, hein, dans le privé. Les attentats du 11 septembre l'ont quand même un peu marqué à l'époque, c'est ce qu'il disait. Il était révolté des attentats, comme beaucoup d'Américains à l'époque, hein, puis comme beaucoup de personnes dans le monde, je pense. Et il décida donc, par honneur, d'entrer dans l'armée américaine. il est fils de militaire, hein, il faut juste le préciser Ouais. d'ailleurs, c'est familial. Mais on voit au fur et à mesure du livre il retourne complètement sa veste par rapport au début, où naïvement, il a voulu s'engager pour défendre son pays, son État, et cetera. Mm. Donc c'est un petit peu marrant, un petit peu comment ça s'est passé son histoire, parce que il s'est retrouvé, comme vous allez le voir, donc il entra à l'armée de terre, hein, donc en tant que militaire, et au bout de quelques jours, il s'est blessé. Il l'a rendu totalement inapte à continuer à l'armée. Il a quand même voulu y rester et on lui a proposé un poste qui était plus dans l'administratif. Donc, il nous dit que, autrement dit, mettre à profit ses compétences en informatique, hein. Il avait cependant été soumis à une enquête approfondie de la part des militaires,
ce qui ne pouvait que l'aider à être accepté dans un service de renseignement où ses compétences seraient très recherchées. Il a donc passé des tests et il a fait une demande d'habilitation où il existe 3 niveaux. La demande d'habilitation donc pour gérer un petit peu l'informatique. 3 niveaux qui sont donc confidentiels. De toute façon, tout ce qui est d'un point de vue militaire est confidentiel, hein. Il y avait un deuxième niveau secret et le troisième niveau top secret. Et à cette dernière, il pouvait s'ajouter une autre autorisation qui sont les informations sensibles et cloisonnées, hein. C'est sur cette partie-là que les postes à la CIA et à la NSA sont disponibles. C'est vraiment sur la partie haute en termes de données secrètes, hein. Et c'est donc sur ce dernier poste, hein, qu'il a été embauché de par ses compétences et ses qualités. Et, euh, et il cite, hein, non seulement on allait me délivrer l'habilitation de sécurité top secrète, mais il avait franchi l'obstacle le plus difficile, celle du polygraphe à large spectre. euh, et il avait que 22 ans. Le Donc il détecteur de était, mensonges. voilà. Ouais, voilà, faut le préciser. Ouais, c'est quoi Ouais, ce truc, le polygraphe à large spectre? C'est-à-dire qu'il les ouais, il a passe dû passer. pour le Ouais, recrutement au détecteur de mensonges. Ça, c'est énorme, hein. Moi, je connais pas beaucoup exactement. d'entreprises qui font ça, mais C'est incontournable pour travailler dans les services secrets Ah bah, américains. vous allez voir d'ailleurs après le conditionnement, l'endoctrinement qu'il y a à la CIA quand on devient agent secret. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, j'y viens. Il devient donc contractuel à la CIA suite à ça. Et comme il dit, hein, vous pensez bien que ce type d'organisme, il y a bien sûr des endoctrinements, des endoctrinements, excusez-moi, à l'arrivée de chaque collaborateur. Donc, par exemple, ne jamais dire pour qui l'on travaille, ne jamais laisser traîner de documents sensibles, ne pas apporter son portable dans ses locaux, dans des locaux hautement sécurisés, et ne jamais se vanter devant tout le monde qu'on bosse pour la CIA. C'est quelque chose d'extrêmement Oui, il secret. leur répète, régulièrement, qu'il Voilà, un voilà, peu du bourrage de crâne. ouais. Et d'ailleurs, en parlant de bourrage de crâne, après, deuxième étape de ce conditionnement, on leur lance un PowerPoint où on leur montre, hein, des anciens agents contractuels qui n'avaient pas joué le jeu. Bien évidemment, on les avait passés pour des gens méchants, des gens cupides, des gens incompétents ou qui faisaient preuve de négligence. Et à force de se croire au-dessus de ces choses basement matérielles, hein, ils s'étaient retrouvés en prison, dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a d'autres individus qui Oui, c'est-à-dire que si un ex-agent, était entre guillemets, avait trahi sa patrie, enfin en tout cas officiellement, ils expliquaient bien aux nouvelles recrues, ce qui les attendait, s'ils trahissaient les services secrets, que ce soit la CIA ou la NSA. voilà. Donc Donc, ça, c'est ça pouvait aller jusqu'à la mort. donc voilà. Voilà. Donc comme ça calmait tout le monde. Donc, effectivement, comme il nous le précise, hein, on nous avait bien mis dans le bain. Donc, lui, il avait donc son équipe qui relevait de la direction du soutien logistique. Et sa mission, donc la mission de son service, consiste à gérer l'architecture, hein, des serveurs de la métropole de Washington, et plus précisément, l'immense, la- l'architecture des serveurs de la métropole de Washington, c'est majoritairement les serveurs de la CIA existant aux États-Unis. Donc la CIA avait beau installer des serveurs rôles un peu partout, c'était les plus importants qu'il y avait. C'était la base. Donc, bien évidemment, son habilitation de sécurité top secrète lui avait permis d'avoir accès à plusieurs sortes d'informations cloisonnées, entre autres, hein, les renseignements d'origine électromagnétique, c'est-à-dire les communications interceptées. Ils arrivaient à couper, à prendre les communications en cours et à les récupérer en cours de signal, en cours d'émission, hein. Les renseignements d'origine humaine, qui désignent le travail, alors, ils appellent ça HUMIT, hein. HUMIT, c'est Human Intelligence, hein, qui désigne le travail effectué par les agents et les analystes. C'est tout ce qui est récupéré et analysé. Et il avait également accès à des informations en matière de sécurité de communication, ce qui signifiait, comme il disait, qu'il ne connaissait, qu'il connaissait toutes les clés des chiffrages de tous les systèmes. Il était en matière, il avait accès à tous les moyens de décrypter tout ce qu'il voulait sur tous ses serveurs. Alors, avant de laisser un peu la parole à Elisabeth, hein, sur la suite, euh, il cite, hein, j'ai suivi le rituel sacré qui est réservé aux permanents. J'ai levé la main droite et j'ai juré loyauté, non pas au gouvernement ni à l'agence qui m'a employé, mais à la Constitution des États-Unis. Voilà, donc là, il a 22 ans.
2 ans après, on l'envoie à Genève, une fois qu'il a donc le diplôme obtenu. Donc il faut savoir que c'est à Genève que les Américains ont mis en place, un réseau d'interception des communications qui est, l'antenne de la CIA, de l'ambassade américaine à Genève, qui est donc l'un des principaux laboratoires de cette expérience pendant plus d'une vingtaine d'années, donc à Genève. Donc ce réseau d'interception des communications à Genève est l'un des principaux, je répète, laboratoires de cette expérience-là, en tout cas à l'époque, parce que là, on est en 2007 à ce moment-là. Donc, la CIA, est le principal service de renseignement américain qui est consacré au renseignement d'origine humaine, donc ce dont parlait David, qui est donc le recueil clandestin d'informations par le biais de contacts humains, sans l'aide des écrans. Donc c'est les agents un peu comme on les voit dans les films, donc c'était ce qu'ils appellent les agents traitants, qui vont sur le terrain et cetera pour recueillir des informations en tant qu'agents secrets. Et donc ces agents traitants, à l'ancienne, on va dire, n'appréciaient pas du tout que se développe le renseignement d'origine électromagnétique ou, si alors je ne sais pas comment on pourrait dire ça, SIGINT, on dit SIGINT, SIGINT. ouais. Ah Ça veut dire voilà, ouais, Signal Intelligence, tout ce qui est voilà basé sur l'étude du exactement. signal, ouais. Voilà. Donc ça, ils le percevaient très mal, parce que ça leur volait la vedette, quoi, on peut dire ça comme ça. Donc la CIA, elle tenait à ce que ces officiers-là, ces officiers traitants suivent le mouvement et entrent, pour de bon dans le XXIe siècle, et c'était des responsables techniques comme Edward Snowden qui avaient pour tâche de les y aider. La diffusion, du numérique à l'échelle mondiale, il faut savoir, il l'explique très bien dans son livre, a considérablement simplifié les choses. Ce nouveau monde du renseignement, numérique permettait à tous leurs agents de ne plus avoir besoin de se rendre sur les lieux, ce qui réduisait d'autant les risques encourus par les individus, concernés, voilà, des risques d'être tués et cetera, donc désormais, un agent pouvait se contenter d'envoyer juste un message ciblé, par exemple un email, dont les pièces jointes et les liens déclenchaient ou déclencheraient un programme malveillant grâce auquel la CIA pouvait surveiller l'individu, ciblé, mais également son réseau entier. Donc plus be en fait, ils font ça de leur chaise, et voilà, hein, ils surveillent de leur chaise contrairement à avant. Voilà, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Quand vous recevez des Voilà. mails suspects avec des pièces jointes, faut jamais cliquer dessus parce que Mmh. alors vous êtes peut-être pas surveillé par la NSA ou la CIA, mais en tout cas, il y a toujours un risque qu'un malware s'installe chez vous pour pouvoir vous espionner. Ça, c'est toujours le cas. Mmh, mmh. Alors comme il explique, internet est fondamentalement américain, mais comme il dit qu'il lui a fallu quitter les États-Unis pour comprendre vraiment ce que ça signifiait. Il explique que si le World Wide Web a été inventé à Genève, dans les laboratoires, de recherche du CERN en 89, il dit que les divers modes d'accès internet sont aussi américains. Donc qu'il s'agisse de câbles, de satellites, de serveurs ou des tours, l'infrastructure d'internet est contrôlée par les Américains et représente 90 du trafic mondial, donc internet, hein. Donc ça s'effectue grâce à un ensemble de technologies développées, possédées, mises en œuvre par les grandes entreprises américaines, pour la plupart situées aux États-Unis. Alors d'ailleurs, il dit que la Chine et la Russie, qui étaient inquiètes de tels avantages donc des Américains, ils ont essayé d'installer des systèmes alternatifs comme le grand firewall de Chine. Mais malgré tout, malgré, ça, c'est les États-Unis qui conservent l'hégémonie en la matière, et il Et en fait, ça, précise. c'est Ouais, lié, ouais, c'est lié aux fournisseurs de télécommunications en réalité, mmh, puisque effectivement, je crois que ouais, vous citez dans la revue, Cisco, vous avez peut-être entendu parler de oui, cette Oui, grosse entreprise américaine qui fournit tous les routeurs d'internet, bien sûr. les switches et cetera. Pareil avec Juniper, donc forcément, il suffit d'installer des backdoors là-dessus,
Donc les backdoors, c'est ce qui permet de faire une petite rentrée par derrière et puis pouvoir faire des interceptions de flux. Et du coup, à partir du moment où vous avez des équipements américains pour l'internet, et ben les équipements les Américains peuvent tout Mmh. écouter. Mais après, il y a les Chinois ont eu leur parade, c'est qu'ils ont mis en avant leur constructeur qui est Huawei. Vous avez peut-être maintenant un téléphone mobile Huawei et aujourd'hui, maintenant, une partie de l'internet se construit sur Huawei et les Chinois font pareil. Ils installent Mmh. leur backdoor d'espionnage sur leurs propres équipements. Mais tout Mmh. fournisseur d'équipement, du coup, devient en puissance un espion potentiel au service de la nation dans laquelle il travaille, en fait, pour laquelle il travaille. Mmh. Bien Tout à sûr. fait. Ouais, ouais, exact. Donc c'est pour ça qu'il dit que, en tout cas en 2019, il dit que, les Américains contrôlent l'interrupteur qui a même de connecter ou de déconnecter pratiquement le monde entier à volonté. Et donc ces entreprises, les entreprises telles que Microsoft, Google, Apple, Cisco, Dell, Hewlett-Packard et cetera, elles sont tributaires de décisions politiques américaines secrètes qui détournent la loi, mais on va vous expliquer après plus concrètement, voilà, qui détournent la loi qui autorise le pouvoir à surveiller pratiquement n'importe quel homme, femme, enfant s'étant déjà servi d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et il dit qu'étant donné le caractère, de l'infrastructure américaine des communications mondiales, il était prévisible que le gouvernement, américain se livrerait à la surveillance de masse. Il dit que ça aurait dû lui sauter aux yeux, mais ça n'a pas été enfin, ça n'a pas été le cas sur le moment, parce que, les autorités américaines démentaient, si catégoriquement à se livrer à ce genre de choses avec une telle vigueur dans les médias, devant les tribunaux, que les quelques sceptiques, qui leur reprochaient de mentir étaient traités, comme des junkies, complotistes. Donc voilà, une fois de plus, le conditionnement fait que, mais il n'avait pas encore compris les choses à ce moment-là, Edward Snowden. Bref, 2 ans après, il est affecté au Japon en 2009. Donc officiellement, il était toujours employé chez Dell, mais comme disait David tout à l'heure, c'était qu'une couverture. Il avait toujours travaillé dans les locaux de la NSA, depuis le début. Et là, on l'avait embauché donc au Japon comme analyste système et c'était le seul qui, dans la région, à connaître l'architecture du système de la CIA et donc il a dû tisser des liens entre les 2 services secrets CIA-NSA. Il a dû se rendre dans diverses ambassades américaines, pour faire ça, pour tisser des liens. Mais c'est donc là, on est au Japon, hein. C'est à la conférence, du Centre technique du Pacifique qui lui a ouvert les yeux et qui ont déclenché, en fait, ses premiers soupçons sur l'étendue des agissements de la NSA. En fait, il devait préparer une intervention dans laquelle il devait tenter d'expliquer pour remplacer quelqu'un qui était absent, je passe les détails. Il a dû donc, parler, devant, toute cette, assemblée. Il devait donc expliquer, comment une ancienne discipline, le contre-espionnage, et une discipline récente, le cyber-renseignement, pouvaient s'associer pour déjouer les manœuvres des adversaires qui cherchaient à nous espionner via internet, dit-il. Donc il a commencé par lire tous les rapports top secrets disponibles sur le réseau de la NSA, ainsi que celui de la CIA concernant les activités des Chinois sur internet. Donc il a commencé comme ça. Il y a beaucoup de rapports top secrets sur les activités des Chinois et cetera. Et lorsqu'il s'est rendu compte, des détails techniques de la surveillance des communications privées par la Chine, l'analyse de milliards de conversations téléphoniques, d'emails échangés quotidiennement par plus d'1 milliard d'individus, il a été impressionné, ahuri par sa dimension en fait, enfin cet exploit quoi, c'était ahurissant et là, il dit dans son livre et la dimension totalitaire ne l'a pas immédiatement horrifié. Il disait: «Bon, bah, la Chine, c'est un parti unique, officiellement antidémocratique», donc il était persuadé à ce moment-là encore de bosser du côté du bien, mais bah, voilà, pour une démocratie. Mais il a quand même été, il dit, perturbé par certaines de ses lectures
Il s'est dit, il a commencé à comprendre qu'il était impossible pour les Américains d'en savoir autant sur les agissements des Chinois sans en avoir fait eux-mêmes l'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est posé la question, le comportement public du pouvoir chinois envers son peuple correspondait peut-être à l'attitude que les Américains avaient secrètement envers le reste du monde. Oui, comment les Américains pouvaient autant en savoir sur les Chinois et leur système sans eux-mêmes avoir le même système. Donc voilà, il commence à se poser des questions. Heu, bref, il parle des attentats du 11 septembre, voilà, où, le président George W. Bush, à l'époque, avait autorisé la NSA à multiplier les opérations de surveillance. D'ailleurs, celle qui a entraîné le plus de polémiques, c'était, enfin, il s'agissait d'enregistrer les conversations téléphoniques sans avoir besoin d'un mandat délivré par la justice. Donc, ça faisait partie du PSP, qui est le programme de surveillance du président, donc, sous couvert de se protéger, des attentats et cetera. Donc, officiellement, le PSP, donc c'est le programme de surveillance du président, c'était un décret présidentiel constitué d'une série d'instructions données par le président, qui autorisait en fait la NSA à intercepter des conversations téléphoniques et des emails échangés entre les États-Unis et les pays étrangers sans mandat spécial de la Cour de surveillance du renseignement étranger. Donc c'était sans mandat, voilà. Donc ça, c'était une nouveauté suite au 11 septembre. Donc et Bush, à ce moment-là, disait: «Non, mais de toute façon, ce programme, il prendra fin en 2017». Mais en fait, c'était une vaste blague parce que la législation, ce qu'on appelle le PROTECT Act, de 2007, qui est en fait une loi antiterroriste, votée en 2001 par donc Bush, et le FISA, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais en tout cas, cette loi-là, suite au 11 septembre, élargissait le champ d'application du PSP, donc le programme de surveillance du président. Donc non seulement la NSA interceptait les communications venant de l'étranger, mais elle pouvait désormais intercepter des conversations téléphoniques et des emails émanant de l'intérieur du pays. Donc ça, c'était une nouveauté. Donc, les conclusions qu'il a tirées de la lecture du résumé de la situation rendu public par le gouvernement en juillet 2009, porte un nom d'ailleurs, c'est «Rapport public sur le programme de surveillance du président». Ça, c'était la version, on va dire officielle, voilà, celle en tout cas qu'on a montrée dans les journaux, les médias et cetera. Heu, il dénonce qu'on ait multiplié les références dans ce rapport, officiel. Donc en fait, il multipliait, des références aux autres opérations de renseignement, mais ça restait flou et il dit: «Ces références n'expliquaient pas en quoi consistaient ces opérations-là de renseignement, mais par déduction, il a compris qu'il s'agissait de se livrer à des activités de surveillance, intérieure, sans mandat». Ça il n'en avait pas vraiment la preuve au final. Donc ce qui l'a amené à rechercher la version classifiée, c'est-à-dire celle qui était contenue, heu, donc au sein des services secrets, la version vraiment classifiée de ce rapport. Il a commencé à la chercher, vu qu'il travaillait dans les services secrets, mais il la trouvait pas. Donc elle était introuvable. Ce rapport, de cette version classifiée de ce rapport était introuvable. Pour en savoir plus, de quoi il s'agissait et au final, alors je vous passe aussi les détails, il faut lire le livre. Ce rapport confidentiel, a atterri sur son bureau par accident. Donc, voilà. Alors il faut savoir que ce rapport confidentiel, qui était la véritable version, sur le sujet, elle était inaccessible aux dirigeants des services secrets eux-mêmes. Ce document, on l'avait classé parmi les documents, qui relevaient des informations soumises à un contrôle exceptionnel. Et Ce du coup, qui ça pose question, ça, comment un rapport, aussi secret, puisse arriver par accident sur son bureau? Là, du coup, c'est vrai que là, ça je me dis: «Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? On lui a poussé le rapport ou quoi?» Bah, Est-ce qu'il écoute, explique ça? il l'explique pas.
Il n'explique pas, c'est quelqu'un qui a fait une erreur, soi-disant, hein. En tout cas, pour lui, c'est comme ça qu'il explique dans son livre, c'est quelqu'un qui a fait une erreur, et qui, au lieu de le poser à la bonne personne, il l'a posé à lui. Donc voilà, c'est vraiment par accident. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans son livre. Donc OK. effectivement, tu as raison de poser cette question. Est-ce que Mmh. ça a été voulu? Je ne sais pas. Donc il a pris connaissance de ce rapport. Donc il faut quand même savoir que ce rapport, il y avait que quelques dizaines d'individus dans le monde qui étaient autorisés à en prendre connaissance. Quelques dizaines de personnes dans le Mmh. monde, voilà. Et donc ce rapport contenait tout ce qui manquait dans la version non classifiée, donc officielle, hein. Donc c'était un exposé détaillé des programmes de surveillance les plus secrets de la NSA, et c'était l'exposé de la ligne stratégique adoptée par le ministère de la Justice pour contourner la loi et violer la Constitution américaine. Donc là, il explique que là où la version, on va dire, officielle, qui se bornait à laisser entendre qu'on avait ordonné à la NSA de redoubler d'efforts pour recueillir des renseignements après les attentats du 11 septembre, la version classifiée, donc celle qui est atterri sur son bureau, révélait la nature et l'échelle de cette intensification. Au lieu d'évoquer l'interception et l'enregistrement ciblé des communications, le rapport évoquait une collecte, donc attention, une collecte de grande ampleur pour désigner la surveillance de masse. C'était clair, comme de l'eau de roche, ce rapport, donc la version classifiée. Et donc, la version, on va dire officielle, donc non classifiée, elle agitait l'épouvantail du terrorisme pour mieux préconiser l'adoption des mesures de surveillance élargie. Mais la version classifiée, donc top secrète, est très explicite à ce sujet et n'y voyait qu'une conséquence logique des progrès technologiques. Donc l'existence même de ce programme atteste que la mission de la NSA s'était transformée. L'informatique, qui était destinée à l'origine à protéger les États-Unis, était désormais utilisée pour contrôler le pays. Donc selon ce rapport, le gouvernement estimait que la NSA pouvait enregistrer autant de communications qu'elle voulait sans mandat. Il précise que si les enregistrements des communications pouvaient être stockés ou archivés à jamais, on pouvait s'attendre à une manipulation future. C'est-à-dire que ce qui est enregistré par les services secrets américains, c'est pour toujours. Donc, si à tout moment, en gros, une nouvelle administration ou un autre patron dévoyé de la NSA, il serait en mesure de surveiller n'importe qui a un ordinateur ou un portable, de connaître son identité, sa localisation géographique, ainsi que son activité présente ou même passée. Alors, il donne des exemples. Il dit, imaginons que vous téléphonez à quelqu'un depuis votre portable. Il dit, les métadonnées peuvent alors inclure la date, l'heure de votre conversation, la durée de l'appel, le numéro de l'émetteur, celui du récepteur et l'endroit où l'un et l'autre se trouvent. Ça, c'est pour le portable. Il dit, les métadonnées d'un email peuvent indiquer le genre d'ordinateur utilisé, le nom de son propriétaire, le lieu depuis lequel il a été envoyé, qui l'a reçu, qui a reçu donc l'email, quand il a été expédié, quand il a été reçu, qui l'a éventuellement lu, en dehors de son auteur et de son destinataire. Donc il explique que les métadonnées peuvent permettre à celui qui vous surveille de connaître l'endroit où vous avez passé la nuit et à quelle heure vous vous êtes réveillé ce matin-là. Elles permettent de retracer, ce que fut votre parcours dans la journée, combien de temps vous avez passé dans chaque endroit visité et avec qui vous avez été en contact. Donc il explique la différence, enfin il explique que le contenu, il est généralement défini comme quelque chose que vous produisez consciemment. C'est-à-dire, vous savez exactement ce que vous choisissez de dire ou pas au téléphone ou ce que vous écrivez dans un email. En revanche, il explique, il le souligne, il dit: «Vous ne contrôlez pas les métadonnées que vous générez automatiquement. C'est une machine qui les fabrique sans vous demander votre participation
ni votre autorisation et c'est une machine qui les recueille, les archive et les analyse. Donc là, les métadonnées, vous avez aucun contrôle dessus. Il dit qu'après la lecture de ce rapport, donc la version donc vraiment, classifiée non officielle, il a passé des mois dans un état second. Ce sont ses mots, hein. Il était triste, déprimé, j'essayais de nier ce que je ressentais et pensais, enfin, il était complètement perturbé C'est la courbe et du deuil, ça, justement, enfin, quand vous découvrez quelque chose de mmh, profondément choquant, vous avez je me souviens, quelqu'un avait théorisé ça, justement. On passe de la enfin, du déni à la tristesse, voilà, et puis pour finir avec l'acceptation, résigné, enfin voilà. Il a subi tout ça et je pense que c'est ce que nous vivrons aussi nous-mêmes, en fait, mmh, avec ce qu'on appelle l'événement, puisque tu sais que, enfin, David, oui, Élisabeth, vous savez que nous, on croit justement à une grande bascule, un événement, qui va engendrer justement une divulgation généralisée. On y croit ferme et je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être d'abord dans le déni, puis dans la colère, avant de tomber dans la déprime et finalement, l'acceptation. Mais ça va être un long chemin parce que ce qu'on a appris avec Snowden, ce n'est qu'une toute petite fraction de ce que oui, nous avons à Oui, bien découvrir. sûr, bien sûr. Je ferme exact. la parenthèse. Ah non, mais tu fais bien. Non, mais bien sûr, mais on sent, tu vois, voilà, c'est un exemple où il se confie au fur et à mesure de son livre et il confie ses états d'âme et bon, là, c'est juste, je dis tout le long, il en parle, hein, de ses états d'âme, comment ils ont évolué, quoi. Donc là, il dit, voilà, il se sent loin de chez lui, mais sous surveillance, ça l'affligeait de se dire que désormais, bah, on allait tous devoir, passer notre vie soumis à une autorité omnisciente. Enfin, bref, il comprend que depuis le début, ce rapport ne défendait pas son pays, mais l'État. Bref, en 2011, encore 2 ans après, il retourne aux États-Unis. Donc là, à ce moment-là, la CIA mettait au point le cloud, privé et lui, il était un peu choqué de voir que les gens, ils souscrivaient allègrement au cloud. Ils se disaient: «Bon, ils sont tous excités de se dire que leurs photos, leurs vidéos, leur musique, et tout, leurs livres numériques allaient être dupliqués et que tout le monde pourrait y avoir accès». Ils se demandent comment les gens, pourquoi ils ne se demandent jamais pour quelle raison ce mode de stockage pratique et si sophistiqué était gratuit ou tout du moins bon marché. Mais ouais, mais c'est génial ça. Regardez Mmh, Telegram, on est sur Telegram. Que vous soyez sur votre tablette, sur votre téléphone mobile, sur votre PC ou au bureau, sur votre PC au bureau ou PC à domicile, vous retrouvez tout votre environnement parfaitement synchronisé Mmh. et ça, c'est grâce au cloud, donc c'est génial mmh, quelque part. mmh, mmh. Ouais, ouais, mais Bien sauf sûr. qu'il dit: «Lisez les termes du contrat de service, du pour le stockage du cloud». Il dit: «Choisir de stocker ces données en ligne revient souvent en céder les droits». Bah, ça, Il c'est le dit cas que sur Facebook, hein. Typiquement, sur Facebook, on ouais, sait on le sait déjà depuis quelque temps, toute photo que vous postez, que ce soit d'ailleurs de votre famille, de Bien votre sûr. belle-maman, de ce que vous voulez, elle ne vous appartient pas et en plus, elle mmh, ne disparaît jamais. C'est ça, en plus, le pire, voilà, c'est En que jamais. plus, en plus. Voilà, mais il faut que les gens en aient conscience. Pour ceux qui n'ont pas conscience, il faut quand même que voilà. Heu, Et il dit bien, il précise qu'en fait ces données donc et comme tu dis, hein, Hervé, elles sont pas archivées sur, vos appareils, mais sur toute une gamme de serveurs, différents que diverses sociétés privées sont en droit d'acquérir et de faire fonctionner. Et il précise: «Si certaines de nos données les dérangent, ou contreviennent aux termes du contrat de service, les entreprises du cloud peuvent fermer votre compte et refuser de vous laisser consulter vos données». Tout en conservant bien sûr un double dans leurs archives qui leur est ensuite possible de remettre aux autorités sans vous avertir ni vous demander votre autorisation. Donc il dit le caractère privé de vos données dépend de l'entreprise qui les détient. Et voilà, bon ça c'est voilà. Donc la majorité des Américains qui se servaient d'Internet vont passer bah, comme nous, hein, toute leur vie numérique à lire, envoyer des emails, fréquenter des réseaux sociaux. Et il dit que les les services de renseignement américains essaient de tirer profit, donc de Google, Facebook, Amazon, en obtenant un accès à leur réseau. et d'ailleurs, qui ont des réseaux immenses, hein. Ouais. AWS, c'est un des plus gros réseaux du monde. Mmh. AWS, c'est Amazon, hein, qui a été très utilisé d'ailleurs dans la collecte de Oui, la surveillance de masse.
Tout à fait. Et il dit que c'est voilà, que ce soit via des ordres directs cachés au public ou en se livrant même à des manœuvres clandestines ignorées de ces sociétés elles-mêmes, donc ignorées de Google, Facebook, Amazon. C'est-à-dire que soit c'est avec des ordres directs dont le public n'est pas au courant, soit de façon clandestine, les données des utilisateurs génèrent d'énormes profits pour les entreprises qui étaient pillées sans complexe par le gouvernement. Ces entreprises qu'on vient de citer, Mmh. entre autres. Et Alors il on alerte arrive déjà ouais, à presque 1 heure d'émission. Vous vous rendez compte comment le temps passe vite? ouais, ouais, Je vais peut-être mais le proposer, meilleur voilà, est à venir. allez, vas-y, continue et en Non, non, attendant, non, non, c'est préparez vos que questions, nos chers auditeurs. ouais, bah, c'est Vas-y, en fait, continue, continue. c'est parce que en fait, ce qui est le meilleur est à venir parce qu'il explique plus précisément. Bon, en gros, il avertit les progrès de l'intelligence artificielle. Il dit que là, c'est le plus grand danger qui est devant nous, hein, il le dit. Il comprend que le terrorisme, bah, bien sûr, est invoqué pour justifier l'adoption, par l'État de la plupart des programmes de surveillance. Bref, on arrive à Hawaï. Donc Hawaï, là, il a 29 ans, on est en 2012. Donc c'est là que tout commence, où là, ça commence à s'accélérer. Là, les soupçons qu'il a se confirment. Donc il est à Tokyo. Il était vraiment déterminé à savoir si son pays avait mis un système de surveillance de masse et si oui, comment il opérait, concrètement, comment fonctionnaient en fait ces systèmes. Donc déjà quand il arrive, il crée un intranet top secret du département de la défense qui s'appelle Heartbeat, battement de cœur, qui accueillait en fait, tout ce qui transitait dans les services secrets américains. Donc c'est un mastodonte le truc qu'il a créé, hein, Heartbeat. C'est comme un immense, je sais pas, une immense bibliothèque, un immense Wikipédia, qui vit quoi, voilà. Il dit que le volume d'informations qui transitait dans ce truc Heartbeat était monstrueux et en fait, quasiment tous les documents qu'il a divulgués aux journalistes plus tard en 2013, ils ont été récupérés grâce à Heartbeat. Alors juste je cherche, alors est-ce que je parle de ça? Nin. Non, alors je vais vous parler directement. Donc il dit que bon, les cibles entre autres de toute la surveillance de masse, ça comprenait bien évidemment les journalistes, les employés d'entreprise, des chercheurs, des travailleurs humanitaires, enfin bref, comme il dit, d'innombrables d'autres innocents. Donc il y a une législation, donc cette législation, bon bref, il y a une législation qui a permis à la NSA, je vous passe les détails, donc de justifier ces 2 principales méthodes de surveillance. Donc c'est Prism et Upstream Collection. Donc Prism a permis à la NSA de collecter régulièrement des données auprès donc de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple, dont des emails, des photos, des chats audio, des vidéos, des historiques de navigation, des historiques de recherche et toute autre donnée susceptible d'être abritée sur le cloud, transformant ces entreprises en des complices tout à fait conscients de ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est Prism. Upstream Collection, c'était plus invasif. Il permettait la capture régulière de données directement sur les infrastructures Internet du secteur privé, les interrupteurs et les routeurs qui aiguillaient le trafic Internet mondial via les satellites en orbite et les câbles de fibre optique parcourant le fond des océans. Il dit que cette collecte était opérée par une unité de la NSA appelée Special Sources Operations, qui avait construit un équipement secret de mise sur écoute et l'avait installé dans les locaux des fournisseurs d'accès internet partout dans le monde. Donc ça, c'est Upstream, oh, je ne vais pas y arriver, Collection. Donc pris ensemble, Prism et Upstream Collection garantissaient que toutes les informations du monde, qu'elles soient stockées ou en transit, étaient bien surveillables. Donc ça, c'était, ce sont ces 2 systèmes qu'il a donc découverts au sein de la NSA. Mais il y a autre chose qui est très importante, c'est un truc qui s'appelle turbine en fait. Il explique
Donc il y a Prism, Upstream Collection et Turbulence. Turbulence, c'est quoi? Il explique. Quand vous ouvrez votre navigateur et vous tapez un URL, vous tapez sur la touche entrée, l'URL est une requête. Donc, je sais pas, vous tapez www manifestation sur Paris, ou sur marseille.com, voilà. Je dis n'importe quoi et cette requête, elle est envoyée vers son serveur de destination. Mais au cours de ce voyage-là, cette requête, avant qu'elle ne parvienne à son serveur, elle devra passer à travers Turbulence, qui est l'une des armes les plus puissantes de la NSA. Donc ça veut dire que votre requête, elle va passer par plusieurs serveurs installés dans des salles spéciales au sein de bâtiments appartenant aux plus grands opérateurs télécoms privés dans des pays alliés, ainsi que dans des ambassades et des bases militaires américaines. Et donc Turbulence utilise 2 outils capitaux. Le premier, c'est Turmoil, qui gère la collecte passive et la seconde, c'est Turbine, qui est responsable de la collecte active. Donc, qu'est-ce que la collecte passive active? Donc, je sais pas, vous tapez votre requête sur internet, donc ça envoie. Avant qu'elle arrive sur le serveur, je vous explique ce qui se passe en 686 millisecondes et complètement à votre insu. Voilà ce qui se passe. Vous tapez votre requête. Quand elle arrive, en fait, Turmoil vérifie ses métadonnées pour voir si elle possède des critères indiquant qu'elle doit être examinée de plus près ou pas. Donc ces critères, ça peut être, voilà, s'il y a quelque chose de suspect, bah, je sais pas, vous tapez manifestation, bah, voilà, si la NSA pense que les critères sont suspects, eh bien, ça peut être une adresse mail, un numéro de carte de crédit, un numéro de téléphone particulier, l'origine d'une destination géographique, de votre activité internet ou des mots-clés comme manif et cetera, comme il le dit. Et ben, Turmoil, lui, il va, capter ces cette requête dite suspecte. Si il définit votre requête comme suspecte, Turmoil envoie votre requête, il transmet l'info à Turbine. Turbine qui, elle, redirige votre requête vers les serveurs de la NSA. Vous vous retrouvez en fait dans les serveurs de la NSA et là-bas, des algorithmes décident quel programme, donc quel logiciel malveillant ou malware de l'agence va être utilisé contre vous, en gros, pour vous espionner. Donc les programmes choisis sont envoyés à Turbine qui les injecte dans le trafic, donc votre requête qui est toujours en cours là, et vous les refile en même temps que le site web que vous cherchez à visiter. Donc tout ça en 686 millisecondes, c'est le chiffre qui donne, hein. Et bien la requête voilà, très rapidement, boum, vous retrouvez avec votre site web que vous cherchiez, mais en même temps avec, un programme malveillant de surveillance. Donc voilà, désormais, votre vie numérique appartient entièrement à la NSA, tout ça à votre insu. Alors, tu voulais me couper un petit peu, Bah, je sais pas, ouais, on peut proposer par exemple, oui, sinon enfin, ouais, ou le public, coupez-nous, allez-y. Qu'avez-vous à nous dire? Est-ce que cette émission vous intéresse? Saviez-vous que vous étiez tous surveillés? Ouais, Que Big Brother vous regarde et vous écoute, chaque jour? Peut-être que vous avez déjà des logiciels, malicieux sur votre PC, sur votre tablette et ouais, sur votre smartphone. ouais, Alors peut-être que vous en reparlerez tout à l'heure, mais moi j'ai eu un choc, je vais vous dire, j'ai parce que mais c'était il y a longtemps, hein, je ne sais pas si c'était avant les révélations de Snowden, mais lors d'une, on va dire, d'une entrevue de résistants dans le domaine de la vaccination, j'ai rencontré une personne, qui travaillait pour une grande entreprise américaine, justement dans le domaine de l'internet et de la donnée, et elle m'avait dit que pour les réunions entre, enfin où les militaires étaient présents, en fait, les réunions secrètes, on va dire ça comme ça, tout le ouais, monde devait, je dirais mettre son portable sur la table, son téléphone portable, l'ouvrir, enlever la carte SIM et la batterie. C'est-à-dire que ça ne suffisait pas d'éteindre son téléphone portable, il fallait enlever la carte SIM et la batterie pour être sûr de ne pas être espionné. Et ça, Snowden nous l'a confirmé. C'est-à-dire que votre téléphone, c'est pas parce que l'écran ne s'allume pas qu'il n'est pas capable de vous écouter, de vous enregistrer, de faire des communications, et cetera, et cetera. Ça, c'est,
je dirais, c'est voilà, c'est le rêve, quoi. On s'imagine enfin, on a des illusions par rapport aux équipements qui sont aujourd'hui beaucoup plus puissants, que vous saviez que le système de pilotage des fusées Apollo enfin, comment dire? Au aujourd'hui, la capacité de calcul qu'on a dans un smartphone, elle est gigantesque, par rapport à ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a quelques années et donc en fait, ils peuvent faire des choses, mais absolument invraisemblables et ça, on n'en a vraiment pas conscience. Ah ouais, Tu ouais. parlais tu parlais un peu qu'on est en préambule tout à l'heure, là, quand tu as pris la parole, on est surveillé. Alors, soit les choses ont un petit peu changé, on va le voir peut-être un petit peu après, mais il n'y a qu'à regarder son téléphone, justement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous partez de chez vous pour aller travailler le matin, votre téléphone vous dit il vous faut 25 minutes pour arriver jusqu'à votre travail. Alors, vous faites strictement rien. Pour dire qu'à quel point on est quand même, malgré tout aujourd'hui, même s'il y a un certain nombre de lois, même s'il y a des choses qui ont été dévoilées, il y a des régimes RGPD, etc., qui sont sortis, il y a quand même aujourd'hui, alors les gens trouvent ça toujours très amusant, mais ça peut paraître effrayant, de savoir que votre téléphone, il sait que vous allez faire vos courses à tel endroit et que vous travaillez ici et que le soir, il faut tant de temps pour rentrer chez soi. C'est, Mais moi, ça il y a m'effraie un aussi petit la peu tout ça. reconnaissance il y a aussi la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, tous les téléphones utilisent la reconnaissance vocale pour tout un tas d'applications. Bien Enfin sûr. voilà, vous avez Alexa et cetera, mais ça veut dire quoi la reconnaissance vocale? Bah, pour que ça fonctionne, bah, il faut que ce soit en écoute en permanence et alors moi justement là, j'ai constaté que, sur mon smartphone, on m'a poussé une publicité, de sauna d'extérieur. Mais je dis: «Mais what?» J'ai jamais fait aucune recherche sur internet de sauna d'extérieur. Par contre, j'ai discuté avec un membre de ma famille récemment, justement, de l'installation d'un sauna d'extérieur. Mmh, Bah, le téléphone m'a écouté et me pousse des, bien publicités en sûr. rapport avec ça derrière. Mais bon, Alors, ça, c'est je pour pense que vous ça. l'avez tous expérimenté. Ah ouais, Ouais, alors il y a bien un petit sûr. truc quand même, moi, que alors c'est vrai que je suis le 1er fautif, c'est bien de dire ça parce que, j'ai été sur un site internet il y a quelques jours, parce que je suis musicien, je joue de la guitare. J'étais sur un site et 2 minutes après, mais même pas 2 minutes après, sur tous les autres sites où j'allais, il y avait des pubs de guitare, de machin, des trucs, il y en avait dans tous les sens et aujourd'hui avec la loi RGPD, on a imposé alors, elle est très juridique, hein, cette loi, je ne vais pas entrer dans les détails. Ils ont imposé un peu à tous les sites internet d'accepter ou de refuser les cookies quand vous rentrez sur le site. On a toujours tendance systématiquement à mettre j'accepte tout, j'accepte tout. Et ça, c'est une erreur, justement. C'est ce qui permet justement d'arriver là où tu dis, où le voisin, le machin, le truc, la personne avec qui on parle, on a une multitude de choses. Donc, c'est vrai que moi, je conseille, si vous pouvez, alors, des fois, ils noient un peu le poisson dans l'eau parce que vous avez soit accepté tout, soit refusé tout, ou soit paramétrer quand on commence à entrer dans le paramétrage, on n'a pas envie de le faire. Et je pense que c'est volontaire. Ils n'ont pas envie qu'on aille toucher aux paramètres parce qu'en plus, ça leur crée de la data, ça leur crée des revenus derrière. Mais c'est vrai que maximum, essayer de refuser tous ces trucs parce que l'envoi de cookies, quand on a des cookies sur notre ordinateur, enfin, ils font ce qu'ils veulent après. Ils ont à limite accès à nos données, hein. Alors, est-ce qu'un auditeur souhaiterait intervenir par rapport à tout ce qui vient d'être dit là? On en est à quoi? Allez, 1h05 d'émission à peu près. Je ne sais Et pas on n'a pas s'il vous reste encore beaucoup de choses à nous raconter, mais non, non, non. attention, Non, hein. Mmh. Ah, Non, non, moi justement. Ouais. bah, en il y fait, Non, ce a, qu'il mais y il a y a le des les choses, il y a encore des choses encore quand même. quelques passages Ouais, il y a des intéressants. passages très Il faut qu'on va parler un intéressants. ouais, petit bah peu oui. Comment on il parle un arrive petit en peu de sa Russie? fuite, hein. On va Ouais. parler de sa fuite. Moi Mais avant de parler de la Ouais, fuite, j'ai 2 voilà. petites Elle choses à a dire. encore des choses à voir. moi, Peut-être qu'il y a j'aimerais bien que quelqu'un vous qui veut nous ouais. oui, voilà, on va laisser les gens s'exprimer s'ils le souhaitent. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez déjà, ouais, bah, justement, on en parlait un petit peu en off là, de comment ils ont finalement, comment il a choisi ces journalistes pour faire cette divulgation. Parce que, enfin, nous, on a quand même, surtout après la crise Covid, là, on se dit, mais attendez, les médias mainstream, mais ils sont tous alignés sur les discours gouvernementaux. C'était quelque part courageux enfin, ambitieux de Ah, s'imaginer qu'il allait ouais, pas être dénoncé par un journaliste qu'il essayait de contacter. Donc là, justement dans le Donc livre, il décrit là, il toute en cette est procédure. ouais. ouais. Ouais, Alors mais moi vous êtes je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Je vois juste que peut-être Elisabeth finit juste sa partie, Oui, oui, peut-être. ouais, oui. ouais. Oui, Elle oui, a parce que presque là, fini. Je vais il en justement est pas encore aux journalistes je là. vais Là répondre un peu à ta question, ouais. là, il Bon, découvre, allez-y. Ouais, il découvre, voilà, les systèmes, comment ça fonctionne et cetera. D'ailleurs, et il y les a journalistes, c'est vrai que c'est assez étonnant d'ailleurs. ouais, ouais, Mmh. ouais, complètement. Bon, bref, il y a l'ACLU qui est une organisation non gouvernementale, qui est, donc, une organisation pour préserver les droits et les libertés individuelles
qui a tenté, donc ça fait partie des associations de la société civile, hein, qui tentèrent de remettre en cause des activités de la NSA, mais en gros, sous couvert de secret d'État, bah, sa demande a été déboutée. Donc en fait, il dit que cet argument de la classification secret d'État signifiait que ni la CLU, ni personne d'autre ne serait jamais en mesure d'attaquer le gouvernement, sur ces questions devant une cour de justice, bah, personne puisque sous couvert de secret, d'État. Donc après il fait donc là, il va bientôt lancer l'alerte. Voilà, il fait quand même une nuance entre faire fuiter et lancer l'alerte. Pourquoi il y a une différence entre les 2? Il dit que faire fuiter, c'est, des actions de divulgation qui ne sont pas effectuées dans l'intérêt du public, mais par intérêt personnel ou dans un objectif clairement politique ou institutionnel. D'ailleurs, il révèle que c'est très, très souvent, qu'un haut fonctionnaire anonyme du gouvernement ne fasse fuiter auprès d'un journaliste une information classifiée dans le but de servir ses propres objectifs ou l'agenda politique de son administration, de son parti. Donc il donne comme exemple, par exemple, en 2013, des fonctionnaires de la communauté du renseignement qui cherchaient à faire augmenter la peur du terrorisme et à donc délégitimer la critique de surveillance de masse, bah, ils firent fuiter, par exemple, auprès d'un certain nombre de sites d'infos, le compte-rendu super détaillé d'une conférence téléphonique entre le leader d'Al-Qaïda et ses comparses. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il dit à maintes reprises, la classe politique américaine, elle s'est montrée capable de tolérer, voire de créer des fuites pour servir ses propres fins. Et c'est dans ce contexte que l'on peut comprendre la relation à deux vitesses que le gouvernement américain entretient avec les fuites, c'est-à-dire qu'il a pardonné d'une part des fuites non autorisées pour peu qu'elles aient des conséquences désirables, tout comme il a oublié des fuites autorisées qui lui ont causé du tort. Donc, alors que selon lui, un lanceur d'alerte, contrairement aux fuiteurs, est une personne qui est arrivée à la conclusion que sa vie, à l'intérieur d'une institution, est devenue incompatible. C'est les raisons, en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est les raisons pour lesquelles il a lancé l'alerte. Voilà, c'est que sa vie à l'intérieur de cette institution est devenue incompatible avec les principes de la société à laquelle il appartient. Cette personne sait que cette institution ne sera pas démantelée. Il le sait bien, mais il avait espoir de la réformer et donc dans l'espoir de la réformer, cette personne lance l'alerte, divulgue des informations pour qu'une pression publique s'exerce sur l'institution en question. Il dit: «Il s'agit là d'une description exacte de ma situation. À un détail près, toutes les informations que j'ai eu l'intention de divulguer étaient classées top secret». Donc pour lancer l'alerte à propos des programmes secrets, il dit: «J'ai également dû lancer l'alerte sur le système plus général du secret. J'ai décidé de mettre à jour l'intégralité de l'appareil de surveillance de masse. Mon gouvernement avait développé et mis en œuvre un système de surveillance de masse sans que sa population n'en ait conscience, ni soit en mesure de donner ou non son consentement. Voilà les raisons pour lesquelles il a pris cette décision de lancer l'alerte. Je vais donner la suite à Donc ta avant un petit peu de lancer l'alerte, effectivement, hein, comme tu disais tout à l'heure, il a donc fait une sélection de journalistes il a commencé déjà par récupérer tous ses fichiers, quoi. Il a donc exfiltré une grande partie des fichiers de la NSA, c'est des millions de documents, hein. Alors comment il a fait? Tout simplement, en utilisant une carte SD. Tu sais, ah, les petites cartes SD, on ouais, récupère les données. voilà. Alors je peux rebondir ou pas encore là-dessus? Bah oui, bien évidemment. Non, non parce que Parce tout à l'heure ah pardon, parce que vas-y. voilà, ce qui passait, c'est qu'une fois qu'il avait rempli sa carte SD, fallait qu'il sorte. Ouais, Mais dans ce genre d'organisme, ils sont hyper contrôlés. Donc ouais, lui, bah, Elisabeth, ouais, parce qu'en fait, son moyen de sortir. non, parce qu'en fait, au début, on parle du film. Hervé, tu nous as parlé du film, et on voit dans le film Absolument. comment il sort les informations.
Non, parce Bah, c'est qu'on une a des vraiment scènes, mythiques du film, c'est-à-dire que voilà, on voit en fait, il connaît bien un garde et il doit passer par un portique, justement qui fait qu'il passe au rayon X pour s'assurer qu'il sort pas avec, avec un PC, un disque dur ou je ne sais quoi et en fait, là, on ouais, le voit, il lance un il lance un Rubik's cube à un des gardes qui surveille le portique et du coup, le Rubik's cube ne passe pas par le portique. Lui, il passe le portique et il récupère le Rubik's cube après. Donc on se dit: «Bah, il est génial ce Snowden! Oh, c'est trop bien le coup du ouais, Rubik's cube et tout», sachant que dans le Rubik's cube, il y aurait cette fameuse carte SD. Bah, en fait non, c'est pas comme ça que ça s'est en fait, passé. non. Enfin, c'est pas tout à fait ça. En réalité, il cherchait un moyen de sortir toutes ces informations et vu que c'était hyper surveillé et cetera, bah, il pouvait pas il a pensé à prendre des photos, mais il a dit: «C'est pas possible, là, je vais me faire avoir». Enfin, il a pensé à plusieurs choses jusqu'à ce qu'il décide de prendre des mini cartes SD. J'arrive plus à parler, mini SD, micro SD. Il dissimulait en fait dans l'une de ses chaussettes, mais comme il dit: «Lors de mon pic de paranoïa, dans ma joue, afin de pouvoir l'avaler si nécessaire». Donc en fait, il sortait quotidiennement, donc il précise pas combien de temps ça a duré, les informations, dans ces mini cartes SD qui coinçaient dans sa joue ou dans la chaussette. Donc à chaque fois, il était pétrifié de peur. Il se disait que c'est à chaque fois, il disait que c'était son dernier jour, Donc voilà. il l'a fait en plusieurs fois en fait. Il a Il fait l'a plein de fait passages en Il l'a réalité. fait en plein de voilà, passages avec plusieurs ordinateurs. ouais, Parce que s'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on ouvre un fichier, à chaque fois qu'un fichier est copié, toutes les actions sont enregistrées au final, hein, dans un ordinateur. On peut connaître l'historique, même nous, hein, sur nos ordinateurs, on connaît tout l'historique de ce qui s'est passé. Donc systématiquement, toutes les infos étaient mises à jour. Donc à n'importe quel moment, il pouvait se faire attraper au final, hein. Si quelqu'un tombait un petit peu sur un de ses ordinateurs, qui voyait qu'il y avait un fichier qui a été copié-collé par ailleurs, donc, il utilisait 4 ordinateurs, des vieux ordinateurs, des vieux oui, rafios qu'il avait trouvés à côté, que personne n'utilisait depuis des années, qui ont une adresse IP différente. C'est ce qui lui a permis de gagner du temps. Donc, pendant des semaines, des semaines, des semaines, tous les jours, il copiait des fichiers, il rentrait, il sortait, etc., etc. mmh, Jusqu'au jour où il a eu suffisamment de données et que, bien évidemment, son temps sur son territoire était compté. Donc, c'est à ce voilà. moment-là qu'il a pris la décision Alors de pas. juste, bah, Ouais. le Rubik's cube. Ah, bah oui, Non, parce oui, qu'il faut quand même Rubik. parler du Ah Rubik's. oui. Non, mais il y a elle est vraie, elle est pas tout à fait fausse, mais du coup, ce qu'il faisait, c'est que comme il était connu comme, l'homme au Rubik's cube, parce qu'il avait toujours un Rubik's cube sur lui, parce que ça lui permettait de se désangoisser et cetera, de le détendre, bah, du coup, il jouait beaucoup sur le Rubik's cube à chaque fois qu'il sortait une mini carte SD. Mais la carte SD n'était pas dans le Rubik's cube, elle était dans sa chaussette ou dans sa joue. Très bien. Bon, bah, voilà, vous savez tout maintenant. Voilà. Du Rubik's Cube. Donc oui, donc il est parti, une fois qu'il a collecté toutes ces informations, il est parti à Hong Kong. Alors pourquoi il a choisi Hong Kong? Parce que c'est une ville qui a une grande liberté de médiatique, une liberté de la presse, hein, une grande vitalité médiatique, qui a une culture protestataire, on l'a vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et en plus, ils ont un internet qui est quasiment non filtré. Donc c'est très libéral au final, c'est très, très libéral. Donc il est parti là-bas, mais préalablement, donc j'en reviens un petit peu à ce que tu disais, l'interrogation que tu te posais par rapport aux journalistes. Il a choisi 2 journalistes. Pourquoi il a choisi des journalistes d'ailleurs pour révéler ça? Bon, déjà pour l'impact médiatique, mais aussi parce que lui, il se sentait pas capable de révéler simplement tout ce qu'il avait découvert. C'était des termes très techniques, il savait pas trop comment faire pour expliquer, lui c'est un techos, pour expliquer un petit peu à tout le monde, de manière très simple, en quoi ça consistait cette surveillance des masses. Donc il a choisi Laure Poitras et Glenn Greenwald. Et pourquoi? Comment il a connu ces journalistes? Tout simplement parce ils avaient déjà des différends avec la NSA. C'est 2 journalistes qui avaient déjà investigué sur des pratiques. Alors, ils n'en parlent pas plus que ça, hein, de quelles pratiques exactement, mais c'est 2 journalistes déjà qui étaient connus des services secrets. C'est comme ça qu'il les a connus et c'est pour ça aussi qu'il les a sélectionnés. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Hervé, par rapport à ça. Bah, disons qu'effectivement, je sais que par rapport enfin moi je trouve que franchement quand on connaît l'histoire de Snowden dans le détail, enfin, on se dit, «Il nous raconterait pas tout ça si c'était,
Enfin voilà, si c'était un truc, où c'était un agent double ou je ne sais quoi, enfin faut arrêter les bêtises quoi. C'est vraiment Mmh. une personnalité qui est vraiment sincère et quand il donne tous les détails techniques de comment justement il se connecte à travers des Wi-Fi publics dans son livre et vous le racontez justement dans la revue, que pour pouvoir justement, enfin il utilise un PC avec un système d'exploitation qui efface toutes les traces et à travers en fait il se balade en voiture pour pouvoir se C'est ça. connecter à des réseaux Wi-Fi successifs pour pas qu'il soit traçable facilement, quoi. Enfin bon, Mmh, c'est quand même assez incroyable l'intelligence technique qu'il a déployée mmh. pour faire en sorte justement que ce qu'il fait et de contacter les journalistes par ce biais-là ne soit pas traçable justement par cette surveillance généralisée. Donc C'est c'est ça. enfin moi je trouve ça passionnant. Quand on s'intéresse un petit peu à la technique, je trouve ça assez passionnant. Et voilà, et c'est vrai que ce que j'avais exprimé entre nous là en aparté en préparation de cette émission, c'est que les 2, donc tu parlais de Laura Poitras et de Glenn Greenwald, donc et puis donc les médias mainstream finalement qui ont participé à cette divulgation, donc Oui, qui sont le Guardian et le et le Washington Post, je Washington crois. Post, Voilà. exactement. Bah, c'est des médias mainstream, donc on se dit: «Mais comment ils ont pu finalement jouer le jeu quand on voit comment ils sont aux ordres, ces chiens de garde du système aujourd'hui?» Enfin, Ouais, on a et du mal à y croire, quoi. c'est pourtant pas la première fois que ça arrive, hein, surtout venant du Washington Post. Le Watergate, par exemple, il y avait 2 journalistes à l'époque qui s'appelaient Bob Woodward et Carl Bernstein, qui avaient dévoilé, qui avaient enquêté sur cette fameuse histoire du Watergate. Bon, on va pas en parler, hein, c'est un scandale politique, hein, dans les années 70. Et justement, c'était trop beau pour être vrai, hein, cette histoire. Et ça avait été justement dévoilé. Le Washington Post avait. Donc, il y a quand même des fois des médias où je ne sais pas si c'est des journalistes ou des rédacteurs de presse qui arrivent à jouer le jeu de temps en temps encore. Il y a quand même des choses qui arrivent sur certains médias, même stream, qui arrivent à sortir par moments, curieusement. OK, bah, il y a Didi, tiens, qui veut intervenir. Ouais. Vas-y Didi, tu peux activer ton micro. On t'écoute. Oui, bonsoir. Alors moi, c'est vraiment basique, c'est depuis le film. Tu sais, j'utilise un bout de scotch pour la caméra et de l'ordinateur, tu vois, pour pas être vue. Et je voulais savoir si l'histoire du micro-ondes, ça marche, le fait de mettre son portable dans le micro-ondes. Est-ce que ça coupe toutes les ondes? Est-ce que c'est sécure ou c'était juste un truc pour le film? Alors ça, il en Ah, parle pas, hein, dans son livre. ah non, il ne parle pas des solutions pour couper son téléphone, Non. de ce genre de. Effectivement, moi, quand j'ai vu le film, je me suis posé la question parce Après ça, qu'il c'est vrai, je ne sais pas. n'en Bah, en parle fait, pas. ça, tu peux faire le test, Didi, simplement. C'est-à-dire que, tu mets ton téléphone dans le micro-ondes et puis tu essayes de te faire appeler et normalement, tu devrais voir que ton téléphone n'est pas appelable. Parce qu'en réalité, un micro-ondes, un four micro-ondes, ça a une espèce de grille, enfin, ça émet des micro-ondes comme un téléphone Mmh. portable en réalité mais il y a une grille qui permet d'éviter justement que ces micro-ondes ne filtrent à l'extérieur pour des questions de santé finalement, de santé publique. Et donc à fortiori, les ondes du téléphone portable ne doivent pas pouvoir s'extraire, sortir, du four micro-ondes. Donc le plus simple, moi je crois que j'ai fait le test à un moment donné et Mmh. ça effectivement ça fonctionnait bien. Mais, en fait, quand on veut pas être écouté par son téléphone mobile, ce qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut enlever la batterie, la carte SIM, mais j'en conviens que c'est quand même Mmh. assez galère. Sachant que sur un iPhone, vous pouvez pas enlever la batterie d'ailleurs, je crois. Bon, ou peut-être certains modèles, j'en sais rien. Mais et à la limite, vous les enveloppez dans du papier aluminium et vous les mettez dans une boîte métallique et là, vous êtes à peu près tranquille. Mais voilà, Ouais. on en est là. Même éteint, on peut encore ça fonctionne encore. Moi, je me suis fait voler un iPad là, il y a quelques mois, sans batterie. J'ai réussi à géolocaliser ma tablette pendant 3 mois, 3 mois, hein. C'est-à-dire que même un appareil, quand il est éteint, il est géolocalisable. Mmh. C'est effrayant. Donc voilà, Didi, je sais pas, bon voilà. Ouais. Malheur bon, il Ouais, n'en parle bon. pas dans le livre, c'est un des ajouts du Non, film. ça non. Non, Ça, ouais, c'est sûrement un ouais, ajout du film. ouais. Ah, par contre, tu peux faire une expérience, Didi, c'est que tu mets un billet, de 5, de 10 ou de 20 € dans un four micro-ondes. Non, non, faut pas le faire ça, surtout pas le faire parce que c'est des biens de l'État. Mais, tu constateras qu'il y a une puce qui grille lorsque tu fais ça, mais il ne faut pas le faire, c'est interdit. Voilà. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Allez-y, continuez, chers amis. Alors donc, c'est donc à Hong Kong, hein, qu'il a révélé un petit peu à ces 2 journalistes, bon, aidés par des assistants,
un petit peu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il savait, hein. Donc, et ni une ni deux, c'est paru dans le Washington Post et le lendemain, bon, tout est passé donc à la presse américaine, hein, surtout, ça a été relayé de manière assez incroyable effectivement par les médias, hein. Et le lendemain donc, bah, le gouvernement américain avait sorti l'artillerie lourde, hein, pour identifier la source, hein. Donc, son temps est un petit peu compté. C'était devenu un peu l'ennemi public numéro un. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la peine encourue, hein, pour la divulgation de documents secrets, c'est 10 ans de prison par document. Donc, vu le nombre de documents qu'il a volés, c'est plusieurs vies de prison, hein, qu'il aurait copé. Et encore, c'est dans le meilleur des cas, si s'était fait attraper, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, mais on va faire un anti-cocorico, mais il a demandé le droit d'asile à la France et même à plusieurs Ouais, reprises et ça lui a exact. toujours été refusé. Ça lui a été Refusé, ouais. refusé. Ça lui a été Mmh. refusé, effectivement. Comme Bah, quoi les d'ailleurs, Russes, hein, ils sont ouais. pas si méchants que ce qu'on dit, hein. Bah, ouais, alors l'anecdote est marrante, je vais y venir d'ailleurs, parce qu'au début, les Russes voulaient pas, hein. C'est suite à un affront, donc j'allais en arriver là justement. Donc avant ça, donc le gouvernement, il l'a inculpé pour, violation d'Espionnage Act, et dans une plainte scellée, a officiellement demandé son extradition, hein. Donc et ça, c'est arrivé quasiment, le jour de ses 30 ans. Il était déjà très jeune, hein. Ah, il y a un petit problème de OK. casque qui est Excusez-moi, tombé. j'ai un petit problème de casque. OK, C'est il y a bon? pas de souci, Ouais. pas de souci. J'en profite juste pour faire une petite annonce au cas où j'oublie. Donc il y aura pas de Radio Pléiade, lundi prochain, mais il y en aura un dans 15 jours, donc je crois que c'est le 27 mars avec, on aura toute une belle équipe, pour commenter justement et on aura Pierre Wingmakers comme guest star, on va dire ça comme ça, qui a fait un travail de synthèse sur les plus de 10 années de blog de Cobra avec toute une équipe justement pour commenter tout ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ne OK. manquez pas notre prochaine émission dans 15 jours. Et maintenant, le casque est au point. Le casque est au point. Donc, il finit à Moscou, hein, il quitta Hong Kong, hein, parce que c'était devenu trop dangereux pour lui de rester là-bas. Donc, il parta donc pour Moscou. Bon, initialement, hein, à la base, c'était prévu qu'il aille en Équateur, hein, sur les conseils, de l'équipe de Julian Assange, hein, de Wikileaks. Mais sauf que pour aller en Équateur, il était nécessaire de faire une escale. Et c'est là justement que je rebondis un petit peu, sur ce que tu disais. Et donc il dit que les conseillers qui m'ont fait remonter, heu, les conseils que l'on m'a fait re les conseils, excusez-moi. Les conseils qu'on m'a remontés d'atterrir que dans des pays refusant l'extradition et d'éviter toutes les routes qui me feraient pénétrer dans l'espace aérien d'un pays ayant déjà coopéré ou obéi avec l'armée américaine par le passé. Donc la France un petit peu faisait partie de ces pays qui avaient coopéré, quoi. Donc, il faisait route, pour l'Équateur via Moscou et Pour arriver, oui, pour arriver à à la base, voilà, il fallait qu'il ouais, parte en Équateur et il fallait qu'il mmh, fasse une escale. ouais. Il Ah, n'existait il y en avait donc plusieurs, 2 escales. bah, c'est surtout je devais Ouais, surtout pour principe il y avait 2 escales ouais. effectivement, c'est surtout une Enfin, la escale, première c'était Moscou. voilà et Mmh. il y en a surtout une qui est un petit peu marquante, un petit peu dans l'histoire, parce qu'il n'existait aucun vol, hein, entre Hong Kong et Quito. Quito, c'est la ville en Équateur où il devait aller. Donc, il devait faire une longue escale en Russie, hein. Comme il dit, lui, cette escale m'inquiétait beaucoup. Il avait peur de rester autant de temps là-bas parce qu'il devait attendre presque 20 heures avant d'embarquer par la Havane, hein, qui était une autre étape euh, pour arriver donc à l'Équateur. Et il a donc Juste, atterri. je fais une Oui, petite parenthèse en fait par rapport à son séjour à Hong Kong. Donc en fait, il a été hébergé par, une famille en fait des locaux. Enfin, vous en mhm, avez pas parlé, mais moi ce qui m'a quand même sidéré, c'est que cette pauvre famille dans laquelle il a été hébergé, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, combien de temps ça a duré. Mais ils ont eu des problèmes bien longtemps après, je crois. Ils ont eu le droit à des procédures judiciaires. Ces pauvres gens qui ont aidé, Edward Snowden lors de son séjour. J'ai un chat dans la mhm, gorge, pardon. Enfin voilà, je voulais juste, parler de ça. ouais. Donc, cette fameuse étape, c'est Sheremetyevo.
qui est donc en Russie. Et c'était censé être une escale pour 24 heures. Cette escale Et a c'est duré. Moscou, hein. C'est l'aéroport de Ah, Moscou, c'est l'aéroport de Sheremetyevo. Moscou. Oui, Ouais, absolument. mmh. Et donc cette escale a duré 6 ans. Ouais, au final, c'était prévu qu'ils y restent une journée, il y restait 6 ans. Heu, donc en fait, ce qui s'est passé un petit peu dans cet aéroport, c'est que les services de renseignement russes, hein, ont bloqué son arrivée. Donc les services de renseignement russes, c'est le FSB, hein, a bloqué son arrivée à l'aéroport et ont conditionné un petit peu sa libération. Ils voulaient bien le laisser repartir, à condition qu'il collabore avec les services de renseignement russes. Chose qu'il refusa, par principe, hein. Il dit en effet: «Écoutez, je comprends que vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, hein, mais permettez-moi d'être clair sur le fait que j'ai aucune intention de coopérer avec un service de renseignement quel qu'il soit. Je ne peux pas me montrer irrespectueux, mais je vous préviens que ce ne sera pas l'objet de cette discussion. Si vous voulez fouiller mon sac, si vous voulez fouiller mon sac, il est juste là». Donc il resta coincé là-bas. Il restera coincé Le là-bas. FSB, en fait, c'est le KGB, hein. C'est le nom moderne du KGB. Mmh Donc mh. Mmh. effectivement, quittant la CIA, il allait pas d'un coup coopérer pour l'ex-KGB. Là, du coup, il a gravé son cas quelque part, hein. On peut comprendre sa Ouais, position. ouais, Faut juste savoir qu'il était accompagné quand même par, une journaliste et éditrice de Wikileaks, hein, Sarah Harrison. ouais, Celle qui l'a accompagné, depuis Hong Kong. Elle a rejoint, les journalistes, enfin quand il a lancé l'alerte, voilà, elle est arrivée, elle l'a accompagné jusqu'à Moscou, dans cet aéroport, et quand il y a eu le KGB qui les a interrogés, elle était avec lui. Elle l'a vraiment accompagné tout le long, Sarah Harrison. Donc, voilà, éditrice pour Wikileaks. ouais. Voilà, petite anecdote. Donc il resta coincé dans cet aéroport, plus de 40 jours, hein. Et pendant cette période, il a été demandé à l'asile politique un total de 27 pays. Il n'y a pas un seul pays qui était prêt donc à accepter au risque Des de foudres. subir les foudres des États-Unis, quoi. Mmh. Donc certains refusaient immédiatement, tandis que d'autres, déclaraient qu'ils ne pouvaient pas prendre ma demande en considération, et cetera, quoi. Donc, il finit par être naturalisé, avoir une autorisation de séjour donc en Russie, parce qu'il y a un incident diplomatique entre la Russie et les États-Unis, hein. C'est pas directement lié, enfin, c'est un peu lié quand même à lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que le président Morales, est donc venu en avion donc, en Russie et bon, je vais citer, hein, ça sera peut-être plus précis. Heu, le gouvernement américain qui soupçonnait, la présence d'Edward Snowden heu, à bord donc de l'avion du président Morales, heu a donc fait arrêter, ils ont donc, excusez-moi, Mmh. les États-Unis pensaient que qu'Edward Snowden était à bord d'un avion d'un président Morales, donc le président de la Bolivie, qui était venu en Russie, Enfin, qui était de passage, qui ouais, était de qui devait passage. repartir, ouais. Donc en repartant, les Américains ont exigé que cet avion atterrisse, en Europe. Donc ils ont fait pression sur les gouvernements italiens, français, espagnols pour que l'avion atterrisse. Ils ont tous refusé. Cet avion a fini par atterrir en Autriche. Sauf que, bah, Edward Snowden n'était pas à bord de cet avion. Oui, c'est-à-dire Donc qu'ils ont forcé cet avion à à atterrir, atterrir, hein, ils l'ont fouillé ils en l'ont entier. de fond en comble pendant que Morales attendait, Exactement. et bah, en étant sûrs de trouver Snowden à bord de cet avion. Sauf qu'ils l'ont pas Ils ne trouvé. l'ont pas trouvé, donc Ouais. la Russie a considéré que c'était un affront pour eux, hein, et qu'ils n'avaient pas pu garantir au chef d'État en visite, hein, Morales, de pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Et c'est suite à cette anecdote, qu'ils lui ont accordé un droit d'asile, temporaire, hein, à l'époque, hein. Il a donc été naturalisé russe, il y a quelques mois, hein, c'était en septembre 2022, si je ne me trompe pas. Ouais, Ouais, c'est normalement, ça, c'est suite ça, à un ouais. oukase de Poutine, absolument. Mmh. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc qu'est-ce qui résulte un petit peu de toute cette affaire? Parce que maintenant donc, bah, quand on a dit en préambule, il est là-bas, bon, il n'est pas des plus heureux et il est un peu plus en sécurité, qu'il l'était par le passé. Donc les révélations de 2013, hein, ont mis le feu au Congrès, hein, et les 2 chambres qui composent, ont créé plusieurs commissions d'enquête pour faire toute la lumière sur les abus de la NSA.
Donc, les enquêtes ont conclu que l'agence avait menti à de nombreuses reprises quant à la nature et aux performances de son programme. À la suite de ça également, le Congrès a voté le USA Freedom Act qui a amendé la section 215 afin d'interdire explicitement la collecte de grande ampleur des enregistrements téléphoniques des citoyens américains. Donc à l'avenir, ces enregistrements resteraient là où ils étaient auparavant, c'est-à-dire sous contrôle privé des opérateurs de télécom. Et pour y accéder, le gouvernement devra maintenant déposer une requête officielle concernant les enregistrements spécifiques et obtenir au préalable un mandat de la Foreign Intelligence Surveillance Court. Donc il y a quand même des choses suite à cette affaire, suite à la révélation qu'il a faite aux médias. Bon, est-ce que voilà, ils vont aller au bout des choses, je ne sais pas, mais il y a comme une réaction, il y a comme eu des choses qui sont sorties, hein, des améliorations. Donc ils ont pris acte quand même de tout ça. Ça veut dire qu'on est plus surveillé aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en Ah train de non, non, nous non, non, dire? non, non, non. On l'est Faut pas toujours, pousser mémé dans on les l'est orties, hein. toujours. Mais, Mais enfin bon, en tout cas, voilà, Edward mais Snowden, ouais. ouais. Vas-y. Après, je pense bon, que le droit européen est un petit peu plus protecteur que, que du côté que outre-Manche. Mais on ne peut pas y échapper, je suis d'accord. Bon, le Mais par changement le contre, c'est plus vrai, par oui, rapport à Ouais. ce que tu disais aux opérateurs, en fait, effectivement, il y a ce qu'on appelle théoriquement les réquisitions judiciaires, et c'est-à-dire que chaque opérateur, que ce soit un fournisseur d'accès internet, un opérateur de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, peu importe, ils sont tous dans l'obligation de fournir un système d'interception. Ça fait partie des voilà, sinon ils peuvent pas être opérateurs. Voilà, et après effectivement, donc ça, c'est la théorie. Pour qu'une décommunication soit interceptée, donc par rapport à pour cibler une personne en un point particulier, il faut faire une réquisition judiciaire, et ils utilisent leur système justement d'interception légale, ce qu'ils appellent les interceptions légales pour ça. Après voilà, de là à utiliser ces systèmes pour faire de l'interception illégale, bon, on imagine que voilà, justement d'ailleurs, Snowden, il en parle à un moment dans son histoire, c'est que, en réalité, ils ont des technologies à disposition, et puis, donc ils ont pas le droit d'aller surveiller qui veulent, mais s'ils ont envie de surveiller leur ex ou leur nouvelle petite amie pour savoir si elle le trompe ou pas, bah, ils le font quand même, parce que ces employés de la NSA ou de la CIA, parce qu'ils savent que de toute façon, on les brimera pas, parce que si Non. jamais on les brime de quoi que ce soit, bah, ça mettra en lumière le fait qu'il y a un système de surveillance globale qui permet de, voilà, de surveiller tout le monde à travers sa webcam et autres joyeusetés. En Donc tout cas, voilà, en mais non, 2019, ouais. Pardon, vas-y. non, non, mais voilà, non, mais c'était juste pour dire qu'effectivement, tout opérateur, quel qu'il soit, est aujourd'hui dans l'obligation légale de fournir un système d'interception. Par contre, on espère que derrière, effectivement, tout ça est bien réglementé par des mandats de justice, etc. En tout cas, lui, il dit en 2019 qu'internet est clairement plus sécurisé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2013. Voilà ce d'ailleurs, qu'il vous dit. avez vu apparaître maintenant, quand vous tapez une adresse mail. Alors, c'est vrai, quand vous tapez une URL, aujourd'hui, on ne fait plus attention à ce fameux HTTP//, etc. Aujourd'hui, maintenant, c'est HTTPS. Il y a un S, le S, ça veut dire sécurité. Donc, c'est ce qui, effectivement, Bah, ce qui veut dire le S, c'est sécurité pour empêcher une partie tierce d'intercepter le trafic web. exactement. Ouais, mais là, je suis Ouais, désolé, Alors là, je je dis, je c'est je je connais un petit peu le monde de la ouais. cybersécurité. vas-y, Je ouais. peux Non, non, mais après voilà, il faut que la en fait, il faut de la puissance de calcul pour, craquer des clés de sécurité. Donc les clés alors ils peuvent, aujourd'hui, ils ont la puissance de calcul pour, craquer des clés de sécurité. Ils ont déjà, je pense d'ailleurs, beaucoup de clés, par défaut, mais après il faut voilà, il faut vraiment utiliser, il y a différents niveaux, de sécurisation. Il faut des clés très complexes et très longues pour qu'elles ne soient pas craquables, avec la puissance de calcul actuelle. Mais on sait que s'il y a de l'informatique quantique quelque part, et c'est vrai que ça se développe actuellement, l'informatique quantique est infiniment plus puissante que l'informatique Mmh. actuelle, Mm. si secrètement, ils ont pu développer de l'informatique quantique, ils peuvent craquer à peu près n'importe quelle clé Mm. cryptographique, pardon. Ouais. Mais donc voilà, donc le HTTPS, c'est une sécurité toute relative, toute relative. Mais je pense que tout est relatif au final. Il y a eu des actions, mais tout. Là, j'allais en venir à la RGPD, c'est un petit peu pareil. La RGPD, c'est quoi?
enfin, c'est un règlement qui est sorti suite à ça, hein, d'ailleurs, hein. C'est pouvoir redonner un petit peu la main, le contrôle sur les citoyens de leurs données personnelles sur internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'opposer, contrairement à ce que enfin, tout à l'heure, tu disais que enfin, on disait un petit peu sur, comme Mmh. quoi il y avait des collectes de données qui pouvaient récupérer les infos dans tous les sens, qu'on pouvait clôturer des comptes et eux conserver les datas. Ouais, La RGPD est censée justement contrecarrer ça. Je dis bien censé, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander à supprimer nos données sur un serveur, on peut demander à ne plus recevoir de pub, on peut demander ci, on peut demander ça. Maintenant, ça reste quand même marginal parce que c'est souvent sur du commercial, hein, que c'est, hein. C'est pas sur des trucs à grande échelle. C'est sur de la petite donnée sans importance. Donc, c'est pas mal, hein, dans un sens, mais ça répond un petit peu à ce que tu dis. Ça reste très relatif. Alors, est-ce qu'on a des questions ou des réactions chez les auditeurs? Donc, on est une petite soixantaine de personnes sur cette radio. Est-ce que, voilà, allez-y, intervenez, réagissez. Est-ce que vous voulez un truc et astuce pour ne pas être écouté? Comme tout à l'heure, dans les micro-ondes. Voilà. Alors, je pense que si vous lisez le livre de Snowden, donc Mémoire vive, vous allez sans doute découvrir des choses intéressantes. oui, Mais c'est vrai que c'est quand même très technique et comme vous le disiez au début, c'était quand même un petit génie de l'informatique. C'est un petit génie de l'informatique, mmh, et c'est ce qui fait qu'il a pu faire ce qu'il a fait et justement sans se faire choper. Voilà, après coup, il savait qu'il se ferait choper quoi qu'il arrive, bien sûr, mais en tout oui, cas, s'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce que justement, il était génial sur le plan technique et il a pu Mmh. contourner tous les systèmes de surveillance qui s'y sont mis en place pour surveiller les employés de la NSA, de la CIA, et cetera, qui existent, hein. Parce que mmh, toute personne qui oui, travaille dans ce domaine-là est éminemment surveillée, hein, bien évidemment. Donc tout à voilà, fait. est-ce qu'il y a des questions chez nos auditeurs? Allez-y, la parole est à vous. Et d'ailleurs, à ce propos, on a fait, une émission, Radio Pléiade, sur, le contournement de la censure. Ça fait quelque temps, je me souviens plus exactement, mais, si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver donc, sur le canal Radio Pléiade Replay. Voilà, c'est une émission très intéressante, notamment sur enfin, les différents types de censure. C'était le numéro 50, le 50e épisode. Censure sur internet, et contournement. Voilà, on vous avait donné quelques petites astuces sur, notamment avec l'usage des VPN, mais pas que, enfin voilà, si ça vous intéresse, on vous y renvoie. Bah, j'ai l'impression qu'il y a pas de questions. Voilà, nos On a déjà auditeurs sont répondu contents. à toutes les Bah, questions? on a répondu à Non, toutes les non, c'est pas questions. possible, mais bon. Alors, Voilà, est-ce en que tout tout cas, à l'heure, en attendant que quelqu'un soit inspiré, on a précisé pourquoi il a choisi les mini cartes SD? Est-ce qu'on a précisé pourquoi c'est cet outil qu'il a utilisé? Bah, je on l'a pas précisé, mais c'était un moyen le problème, c'est que s'il uti ouais? Bah, il a choisi les Oui, il mini a cartes. choisi ses cartes SD parce que c'était exportable. Non, non, il y a pas que ça, il y a pas le fait non, aussi qu'une il a une mini choisi, SD ouais, a très ouais, peu de vas-y. métal et donc ré peut Oui, passer un Ah! portail de c'est détection? exactement ça. D'accord. Voilà. C'est parce que ça passe pas au détecteur Ouais, de métaux, c'est pour ça qu'il parce a que ce qui peut choisi ça. paraître aussi logique, Mmh. c'est que vu que c'est un support externe, ça transite pas quoi, par les réseaux. Mais Oui, mais ça aurait effectivement, pu c'est être pour une clé vraiment c'est USB, mais c'est voilà, donc c'est détectable. comme ça qu'il arrivait à passer à travers Voilà. les portiques de sécurité. Mmh. C'est ça. Voilà, bah, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en profitais en attendant qu'une main se lève désespérément, que faire un petit peu de pub encore pour Revue Citoyenne, pour vous dire que, par exemple, donc ils font ah bah, voilà, il y a Sony qui lève la main, pour vous dire qu'ils Mmh. font aussi des hors-séries, et notamment, il y en a un qui parle du voyage, heu, d'Albert Einstein Ah! avec son assistante, sur le site, De de Roswell. Roswell en juillet 1947. Donc, intéressez-vous à ça. C'est voilà, puisqu'on en a parlé aussi. Moi, j'ai fait une émission spéciale là D'accord. sur le phénomène OVNI. On avait un chapitre sur la partie Roswell. Et c'est vrai que je ne savais pas que Albert Einstein s'était rendu sur site. Et donc voilà, Revue Citoyenne nous a fait un dossier sur ce sujet-là. Donc voilà, allez, on va passer la parole à Sony. Hop, ah non, c'est toujours pareil. J'essaye d'activer, ça devient gris, ça redevient rouge. Ah. Vas-y, Sony, Oui, parole est à bonsoir. toi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour ce joli résumé.
C'est pas vraiment une question que j'ai, mais plutôt une remarque. Ce que ça m'évoque, c'est que en fait, j'ai l'impression que malgré, toutes ces révélations, fracassantes, bah, finalement, il n'y a pas eu réellement, ça n'a pas inquiété grand monde, de ce que je comprends. Bon, le pauvre Snowden, du coup, il est, réfugié en Russie, mais voilà, tout à l'heure, tu donnais l'exemple, Hervé, des pubs qu'on a sur notre téléphone. Donc ça, effectivement, c'est, une preuve qu'il ne se cache pas du fait qu'il nous écoute. Et malgré ces révélations, ben voilà, moi, ce que je me dis, c'est finalement, bah, quelles sont les conséquences par la suite de ces révélations, quoi? Je sais pas s'il en parle dans le livre, s'il y a eu réellement des répercussions un peu plus importantes. Alors, on en a un Je peu sais pas. parlé quand même à travers enfin, c'est ce que vous disiez à l'instant, quoi, Ouais, la exact. régulation, en tout cas en façade, la régulation a un petit peu évolué, ouais. Mmh. Ah oui, 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 bah, oui, oui. Ça Ça reste quand même une façade, quoi. ouais, Oui, Bah, en bien fait, sûr. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, enfin, je vous laisse parler, hein, mais ils nous disent qu'ils font plus de surveillance de masse, mais enfin, ils ont toute l'infrastructure technique, ils ont les Bien sûr, serveurs, bien sûr. ils ont de quoi stocker toutes les conversations de 10 milliards d'humains jusque dans 3 périodes glaciaires. Pourquoi ils se priveraient de le faire? Enfin bon, je sais pas, je veux pas être naïf, mais enfin, Non, mais c'est bien ce que sûr. vous en pensez? Ça reste superficiel. Mais le problème, c'est que tout ça, enfin, ça se retranscrit, toute cette collecte de données, ça se retranscrit par des outils, enfin, ce que je remarque, hein, j'ai peut-être à tort, par des outils un petit peu qu'on nous met à notre disposition et que tout le monde trouve géniaux. Mais moi, je trouve ça effrayant. Aujourd'hui, enfin, quand vous voyez ChatGPT, là, tous ces trucs-là qui sortent, où vous dites une phrase à votre ordinateur, il vous fait une rédaction sur 50 milliards de sujets, enfin, c'est une technologie assez incroyable. Même ce que je disais tout à l'heure, euh, partout où on va, votre téléphone, il vous emmène, vous n'avez même plus besoin d'ouvrir Google Maps pour savoir, votre téléphone, il sait tout seul où vous allez. Il suffit que vous réserviez vos vacances sur Airbnb, le jour J, vous avez votre navigateur qui vous propose l'itinéraire pour aller là-bas. Enfin, c'est des outils enfin, que le commun des mortels, ils trouvent ça incroyable, quoi. Donc, ça les inquiète pas plus que ça. Et pourtant, pour en arriver là, c'est une collecte en masse de data, quoi. C'est des millions et des millions de données qui partent tous les jours, quoi, qui collectent tous les jours, hein. Et la prochaine étape de ça, il me semble que Snowden en parle dans son livre, en tout cas je l'ai entendu, chez Revue Citoyenne, c'est la révolution domotique. C'est-à-dire que vous avez encore une étape suivante avec les objets connectés. La révolution domotique, c'est, hein, votre frigo connecté, votre, je sais Oui. pas, votre babyphone connecté, votre, thermomètre d'aquarium connecté, enfin votre sextoy connecté, tout ce que vous voulez, mmh, qui va, petit à petit collecter, les données et saura absolument tout sur vous, mais dans les moindres détails. C'est-à-dire que là où le téléphone vous accompagnait pas, ben, n'importe quel objet connecté, nous, autre objet connecté, vous accompagnera et collectera des données sur vous. Donc ça, après, c'est voilà, c'est ça, c'est à nous aussi de dire stop. C'est à nous de Mmh. dire non, c'est terminé. Moi, la domotique, non. ouais, Heu, moi, c'est j'ai dit ça. non au Linky, parce que je voulais pas justement, qu'ils en sachent trop, sur moi et sur ma façon de consommer l'électricité, parce que le Linky, c'est aussi un espion, hein, faut pas Bien sûr. l'oublier. C'est aussi une Mmh. façon de collecter des données sur votre usage, puisque chaque appareil électrique a une signature spécifique. Quand vous allumez un poste radio, quand vous allumez enfin, ou un frigo, une télévision, un écran plat, tout ce que vous voulez, une ampoule, tout ça a une signature bien spécifique et ils savent très exactement quel appareil consomme, de l'électricité à tout moment. Donc tout ça, ça produit des données, c'est du big Ouais. data et donc on sait où est-ce que vous êtes, dans votre maison à tout moment de la journée en Et fonction c'est des ouais. appareils que vous branchez, que vous allumez. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations. Il y a une ville, on a publié ça sur notre canal il n'y a pas très longtemps, une ville où ils sont en train de faire un essai justement en Pays-Bas, où ils contrôlent maintenant l'électricité des personnes à distance. Et ils sont en mesure, la municipalité, ils sont en mesure d'allumer les radiateurs de toutes les maisons de la ville quand ils veulent, les éteindre, d'allumer les lumières, allumer le frigo, allumer ici. Ils ont un total contrôle sur les habitations et les us et coutumes des gens encore. Et c'est quelque Voilà, chose donc et ils appellent ça chauffez-vous au feu de la bois. ville connectée, la ville 3.0 et tout le monde trouve ça génial. C'est, Ouais, et ils sont en train de développer leur concept dans d'autres villes, aux Pays-Bas. Et ça C'est ça. commence par des choses comme le compteur Linky. C'est pour ça que je pensais à ça, quoi. Mmh.
Ben voilà, mais on y est, hein, le compteur Linky, on est dans la surveillance généralisée aussi, hein. Alors bien sûr, il y a des apports technologiques, vous pouvez optimiser votre consommation, enfin voilà, bon, voyez-le comme vous voulez, hein, mais alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir. On arrive à 1h45. Ah! Allez, on a encore quelques petites minutes, et puis, ben, Élisabeth ou David, si vous avez encore des messages forts à faire passer, quels qu'ils soient, c'est le moment. Et nos chers auditeurs, si vous avez, une question, une intervention encore, c'est le moment, et avant de mettre un terme à cette émission. Voilà, mais en tout cas, c'était super. Moi, j'ai appris plein de choses en préparant cette émission, en vous écoutant, c'est Alors moi, c'est j'ai c'est j'ai une toujours très petite phrase intéressant. quand même, j'ai une petite phrase de conclusion que Snowden a mis dans son livre. Et il nous dit: «Nous sommes les premiers individus de l'histoire de la planète à devoir affronter l'immortalité de nos données. Nos enregistrements collectés vivront peut-être éternellement. Voilà pourquoi une responsabilité spéciale nous incombe, celle de nous assurer que ces enregistrements de notre passé ne puissent pas être utilisés contre nous ou nos enfants». Voilà, c'était un petit mot de conclusion Mmh. sur, sur cette revue. Eh bah, c'est super. Bah, voilà, bah, on en arrive à la conclusion naturellement. Bah, je sais pas, vas-y, Élisabeth, est-ce que toi, tu as préparé ton mot de conclusion? Non, pas du tout. Bon, ceci dit, c'était le mot de conclusion de Snowden, hein, c'était pas le Ouais, mien. ouais, c'était Snowden. D'accord, OK, Ah OK. oui, il faut le préciser, Bon, ouais et bon, bah, en alors, tout cas, c'est bien vu. on se C'est-à-dire que s'il on se faut donne qu'on se encore quelques minutes. responsabilise, voilà, en tant qu'adulte, parent ou pas parent, mais en tout cas pour les futures générations, je pense qu'on a une responsabilité de toute façon sur tellement de choses, mais entre autres, cette partie-là aussi et donc peut-être éviter, voilà, de donner, du grain à moudre, en achetant plein d'outils de domotique, en faisant attention à notre consommation de web, quoi et de outils, qui donnent, d'outils internet. Voilà, Voilà. achetez vos livres Ouais, chez le bouquiniste, vous êtes pas tracés, et puis regardez voilà. des livres plutôt que de regarder, des sites internet ou Trop des vidéos. d'écrans ou trop de vidéos, même si Arrêtez c'est de bien, mettre, arrêtez de mettre vos voilà. photos de famille ou vos photos de vacances sur les réseaux sociaux, heu, Ouais vous aggravez votre cas. et puis surtout, ouais, si vous avez des enfants, peut-être, les éduquer là-dessus, en leur apprenant à prendre du recul, et peut-être en les alertant aussi quoi, en fonction de leurs âges, adapter le discours, enfin voilà, il faut que Le problème, c'est que tout est marketé, donc ça rend les choses très accessibles, très belles et en fait, on les oriente vers quelque chose qui ne sont pas forcément ce qu'eux veulent et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on arrive à modifier les consciences des gens, leur libre arbitre, par ce biais-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'outil malheureusement, c'est un outil qui peut être formidable, hein, l'internet, il heu, aurait qui pu aurait pu être être formidable, formidable. mais qui a été détourné et on arrive aujourd'hui à manipuler, beaucoup de personnes. C'est dommage. Nous sommes en guerre, mais la Ouais. guerre n'est pas celle que l'on croit et nos auditeurs le savent bien. Voilà, allez, bah, nos auditeurs, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Sony, Bia, Didi, là, vous qui avez le courage d'intervenir, est-ce que vous auriez un dernier mot, une dernière question, une dernière intervention? Ah, j'ai Akhenaton qui veut intervenir. Alors on va faire parler les pyramides. Vas-y Akhenaton, on t'écoute. Tu peux activer ton micro. OK, merci. Ouais, c'était juste pour, rappeler ce qui avait été dit d'ailleurs et insister un petit peu plus, ce qui avait été dit sur le fait de quand on va sur un site web, de ne pas accepter justement, les cookies et de refuser et si on n'a pas le choix de virer et d'aller voir un autre site pour avoir la Mmh. réponse. Je pense que si tout le monde faisait ça, ce serait quand même très intéressant et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, je pense que tout ce qui est internet et qui est intéressant pour plein de monde, mais je pense que c'est aussi, dans la main des Russes avec, 90 d'internet qui passe sous des câbles sous-marins et qui pourrait très bien être coupé, définitivement ou pas définitivement, par les Russes pour, mettre fin à ce système contrôlé par les Américains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour cette émission. Ouais, Merci. alors, Merci. Ouais, ouais, je veux bien réagir par rapport à ouais. ça, parce que j'ai lu un bouquin sur l'histoire de la NSA justement. Et en fait, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'il y a des points de comment dire?
d'atterrissage en fait de ces câbles sous-marins à différents endroits mais c'est des points il y a des points stratégiques et c'est vrai qu'en général, ces points-là sont des points privilégiés, d'interception de tout ce qui circule, sur les fibres optiques. Donc voilà, hein, il à partir du moment un câble sous-marin, on se dit: «Bah, c'est pas piratable un câble sous-marin». Bah, mais si, à partir du moment où votre câble sous-marin, il a une extrémité terrestre, il arrive, sur une plage, sur une station de sur une station de collecte de câbles et à ce moment-là, vous avez la possibilité bien sûr, de copier tous les signaux optiques qui, sortent de ces câbles pour pouvoir, surveiller, ce qui passe, que ce soit des communications voix, des emails, de l'internet ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Donc déjà moi ce que je pouvais dire par rapport à ça et puis j'avais autre chose à dire et ça m'est sorti de l'esprit. Ça va peut-être me revenir. Non mais je sais pas, oui, David, Élisabeth, si Ouais, vous Mmh. ouais, non, bon, tant Non, pis. bah, Non, je écoute, suis non, 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 mais moi, voilà. non. Donc, voilà par rapport à ça et nous nous sommes vus avec, Revue Citoyenne. Nous avons fait une émission pour les curieux. Donc c'était à peu près il y a 1 an, tu te souvenais d'ailleurs, de la date, précisément? Alors on a déjà fait une émission ensemble, donc c'est la Alors deuxième émission qu'on fait ensemble. c'était aux vacances de Pâques 2022. Donc, ça devait être en avril, ou en mai. On avait fait une émission ensemble. je pense C'était la avril quand même. 36e émission, donc Ah! l'épisode voilà, vous pouvez le retrouver sur Radio Pléiade Replay, donc le numéro 36. En fait, bah, bon, alors là, on n'avait pas choisi de thématique, particulière. Vous nous avez présenté votre travail et puis vous avez déroulé un certain nombre de sujets que vous traitez, voilà, les chemtrails, Oui, Tesla, le effectivement, oui. projet HARP, Ah, le ouais, MK ouais, on parle. Ultra, la mécanique de la dette, enfin voilà, vous aviez C'est sélectionné vrai, quelques c'est vrai. des Ah oui, scandales c'est vrai. sanitaires. Ouais. Voilà, vous Parler de aviez plusieurs sujets, ouais. c'est ça, Mmh. voilà, exactement et là, cette fois-ci, on a choisi de se focaliser sur un sujet en particulier, qui est digne d'intérêt. Je dirais que allez, tout dissident qui se respecte, se doit de connaître, Edward Snowden et connaître un petit peu son histoire. Voilà. Exactement et moi je vous invite vraiment à lire son livre parce qu'on a vraiment, malheureusement c'est du réel, hein, mais on a l'impression d'être dans un film policier à suspense thriller, quoi. C'est incroyable. Il a fait preuve d'un courage, enfin époustouflant, cet homme-là et d'une intelligence comme tu disais, Hervé, technologique incroyable aussi. C'est parce que là, on vous a vraiment résumé et je vous assure qu'à lire le livre, moi qui lis pas mal, je peux vous dire qu'il est, c'est incroyable. Un suspense incroyable. Mmh. Malheureusement, je dis malheureusement parce que voilà. Bon, quelque part heureusement, il s'en est sorti aussi, mais bon. Bref, je vous invite à lire son livre Mémoire, vive. Ouais, et bah, c'est super, mais en tout cas, voilà, je pense que ça donne envie. Malheureusement, j'ai pas pu le lire, avant de préparer cette émission. Je je le Bah, lirai il est peut-être jamais après. trop tard. Il est jamais trop tard. Donc, bah, merci à tous, d'avoir, participé, donc d'avoir écouté cette émission. Merci pour votre, fidélité. Donc, on se retrouve donc dans 15 jours. On fait une petite trêve, la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours avec Pierre Winmakers, donc qui a fait, je le répète, donc une synthèse en fait, de tous les travaux de Cobra, en fait, de toute sa divulgation depuis le début de son blog. Donc ça doit faire 11 ans maintenant, je crois, ouais, ça doit faire à peu près 11 ans de blog avec un classement thématique. Enfin, il a fait un travail assez incroyable et puis il a sorti justement une synthèse de tout ça. Alors on aura envie de dire pour les nuls, mais je l'ai lu, je peux vous garantir, c'est pas du tout pour les nuls, mais en tout cas, c'est une très bonne synthèse. Donc on va parler de tout ça, on va parler de son travail et on aura une table ronde, on aura une belle tablée, pour pouvoir, discuter ensemble de tout cela dans 15 jours, donc le 27 mars. Voilà, ben, un grand merci à vous, grand merci, David et Élisabeth d'avoir Bah, accepté, merci beaucoup, hein, de nous Avec avoir plaisir, accueillis, hein. avec cette plaisir. émission Merci à toi Hervé. et On a puis au été ravis plaisir. d'être, sur, Radio Pléiade ce soir. Eh ben, c'est super et puis revenez quand vous voulez et puis, nos abonnés, allez voir, Revue Citoyenne, il y a plein, plein de choses intéressantes
et vous imaginez pas les célébrités même qui s'abonnent à Revue Citoyenne. Vous imaginez même pas. C'est vraiment, Ça voilà, te c'est brûle les lèvres, hein, de le dire, hein, mais non. non, 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 j'aime Ah bien le mais attends, suspense. ils vont prendre peur, ils vont croire que ce sont des célébrités dangereuses, tu sais, Non, voilà, ce sont des célébrités du monde de la dissidence et moi je ne sais même pas voilà. qui j'ai parmi mes lecteurs aussi, je ne sais Eh pas. oui, J'ai peut-être aussi de grandes voilà, célébrités parmi mes lecteurs. Ah oui, bien sûr. c'est ça, On ne sait pas, on ne exactement. sait pas. Allez, un grand merci à tous Merci et beaucoup. donc on se revoit dans 15 jours. Salut David, salut Elisabeth, à Au bientôt. revoir à Merci à tous. tous. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit.